Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Musée de la Main ce soir pour l'amorce de ce cycle de conférences. J'ai eu une conférence sur le pouvoir émotionnel des odeurs. Nous avons la chance ce soir d'accueillir M. Didier Roguet, ici présent, qui est conservateur au Conservatoire et Jardin botanique de la ville de Genève, ethnobotaniste spécialisé en éducation environnementale. C'est déjà une promesse de voyager avec les odeurs, avec les plantes, et on se réjouit de l'entendre. Il est notamment l'initiateur et le commissaire des expositions interactives permanentes du Jardin botanique de Genève. En tant qu'ethnobotaniste, il a beaucoup publié, en particulier en vulgarisation, sur la problématique des plantes utilitaires et de leurs relations historiques et géographiques avec l'homme, que ce soit aux Alpes, en Amérique du Sud. Donc c'est un vaste panorama de connaissances que nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir. Et actuellement, d'ailleurs, jusqu'au 13 octobre 2019, si je ne me trompe pas, au Jardin botanique, il y a une exposition symbole qui s'intitule « Symboles et sentiments secrets du monde végétal » qui, justement, vous propose, dans un esprit, on va dire, cousin de cette exposition, de mettre vos sens en éveil et d'explorer ces relations et ces liens que nous entretenons. Alors là, en l'occurrence, au quotidien avec les plantes, mais aussi leurs émanations et le rapport que ça peut avoir avec une représentation et les symboles et les sentiments qui y sont associés. Et je me permets encore finalement de souligner la publication d'un ouvrage paru en 2019, justement intitulé « Symboles et sentiments », qui est un livre richement illustré et qui reprend, si j'ai bien compris, un peu les éléments de cette exposition. Ça fait le catalogue. Voilà, le catalogue de cette exposition. Et donc c'est avec un très grand plaisir que maintenant je vais vous laisser en sa compagnie pour qu'il puisse nous narrer ce rapport entre les plantes, les odeurs et les émotions. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Je vais rester assis parce que si je me lève, je serai trop grand, les gens ne verront pas. Donc je ne sais pas si tout le monde voit à peu près ce qu'il y a sur l'écran. C'est quand même embêtant si vous voyez. D'accord, très bien. Parce que je me lève, ça va être pire, je pense. Donc voilà. Donc je suis ravi d'être là ce soir pour cette causerie autour en effet des symboles, les sensations et les sentiments. Secrets de plantes ne sont pas si secrets que ça, vous allez voir. On va se balader un peu, surtout chez nous. On ne va pas tellement aller dans les tropiques qui me sont chers aussi, mais on laissera ça de côté un peu ce soir. Bien que on va voir certaines images. Ce que je vous propose, c'est que ces images, il y en a certaines qui vont susciter des sensations odoriférantes en particulier. Et je vous propose un peu dans votre tête d'imaginer quelles sont ces senteurs, comme vous voyez les images en question. J'ai essayé d'amener un petit bout de jardin botanique de Genève ici. C'est pas évident d'amener des senteurs comme ça dans une grande salle. Il y a des choses qui sentent plus que d'autres. Il y en a qui ont un peu disparu de ces senteurs. Et alors profitez peut-être après de mettre votre nez sur ces bocaux et sur ces plantes et vous verrez qu'il y a des choses magnifiques au niveau de l'automne en particulier, dans ces senteurs qui sont très proches de la terre, proches des fruits en décomposition, etc. Il y a des choses assez magnifiques. Donc je me propose de partir un petit peu dans cette causerie. Donc rappeler en effet, comme l'a fait le directeur avant, qu'il y a cette exposition qui est en place jusqu'au 13 octobre. Profitez-en, les couleurs sont magnifiques au Jardin botanique de Genève. C'est gratuit, ça se pratique en famille. C'est une balade en fait dans tout le Jardin botanique à la découverte de 16 thèmes dont je vais aborder quelques-uns ce soir. Je ne pouvais pas présenter tous ces thèmes. Il y en a qui touchaient d'ailleurs pas aux affaires olfactives, donc on va plutôt s'adresser à ces émotions olfactives ou pseudo-olfactives ce soir dans cette petite conférence. Donc on va parler d'émotions forestières en premier parce que c'est un des thèmes de l'expo et qu'on verra que c'est quand même lié quelque part aux odeurs. Elles ne sont pas tout à fait anodines les odeurs dans cette perception qu'on a de la forêt. Est-ce qu'il y a une peur à l'origine? Est-ce qu'il n'y en a pas? C'est une question qu'on peut se poser au départ. Quand on voit une image comme celle-ci, c'est du Windschluss en 2016, c'est clair qu'il y a pas mal d'attributs autour de cette image qui font penser à une forêt qui est un peu inquiétante. Le personnage a l'air d'être un petit peu inquiet quand même, et il a peut-être raison, je ne sais pas. Donc quand on regarde cette image, on peut dire plusieurs choses. On peut dire qu'on est observé, qu'évidemment il y a de l'humidité un peu partout, on est probablement dans une forêt tropicale. On entend des sons, on voit qu'il y a des petits animaux, il y a des yeux un peu dans tous les coins, on fait du bruit quand on marche, c'est assez évident dans une forêt, c'est glissant parce qu'on est dans un milieu humide et qu'il y a des mousses, des lichens ou d'autres choses qui font que
pas évident de tenir sur ses deux jambes. Il y a des ombres, c'est aussi un facteur important, et on sent des odeurs étranges. On peut sentir parfois des odeurs animales, surtout des odeurs végétales. Il y a peu de floraison dans un sous-bois comme celui-ci. Donc là, on est un petit peu inquiet, mais pas trop. Quand on passe à l'image suivante, on est aussi un peu plus inquiet, parce qu'il y a des choses différentes qui interagissent avec notre cerveau. Il y a des peurs qui interviennent, et ces peurs, on va essayer de savoir un peu d'où elles viennent. On peut se poser une question, puisqu'on est dans un musée qui fait une exposition qui s'appelle Flair sur l'odorat. Est-ce que ces peurs ont une réalité anatomique? Est-ce que la peur a une odeur, par exemple? Alors, on a pas mal de publications scientifiques autour de ce thème-là. Et si on fait une synthèse un peu de ceci, on arrive à des diagrammes comme ceci. Il y a en effet deux sortes de sueurs qui émanent de nos organismes. Il y a une sueur qui est une sueur, entre guillemets, du sportif, qui est aqueuse, qui vient des glandes écrines et qui va sécréter quelque chose de très aqueux, avec peu de molécules olfactives qui proviennent de certains endroits du corps qui sont mis sur le petit bonhomme en bleu. Ce qui va nous intéresser là, c'est ces odeurs de peur, ces odeurs de stress dans des zones précises de notre organisme qui, elles, proviennent de la racine de notre pilosité et qui vont être beaucoup plus chargées en lipides, en graisse, avec d'autres composés ammoniaqués, avec des composés liés à l'urée aussi. Et ces composés vont être odorants. Et ils vont être odorants d'une manière qui n'est pas forcément agréable. Et on va pouvoir déceler quelque part un sentiment de peur, une sensibilité de peur quand on dégage ces odeurs-là. Donc ça, c'est une première réponse à cette question. Il y en aurait d'autres, mais c'est la plus évidente en l'état, en termes scientifiques. Si on a ces odeurs en tête, ces odeurs de forêt, ces peurs un peu primaires, comment va-t-on les développer dans des environnements comme ceux-ci? On voit là deux forêts. C'est deux forêts de chez nous qui sont fort différentes, qui sont une à gauche qui est une forêt de conifères avec peu de choses en sous-bois, peu de lumière qui arrive en sous-bois, des aiguilles qui tombent tout au long de l'année, mais qui donnent, à cause de cette sympervirence, comme on l'appelle, c'est-à-dire cette permanence des aiguilles et cette permanence du feuillage sur les arbres en question, peu de lumière au sol, donc peu de floraison, peu de parfums évidemment au sol, si ce n'est des parfums de décomposition d'humus, de champignons qui aiment bien ces endroits frais et ombrés. Et puis on a cette opposition d'une forêt à droite qui est une forêt fleurie, qui est une forêt de printemps, qui est une forêt ouverte avec plein de lumière qui arrive au sol, qui va permettre à toutes ces petites fleurs bulbeuses, en grande partie, ou rhizomateuses, du sous-bois printanier de nos forêts, d'émerger et de proposer leur cycle environ en un mois, et puis après elles vont retourner sur leur forme racinaire dans le sol et laisser le feuillage et les feuilles de ces feuillus apparaître. Donc ça, c'est une grande partie des forêts du plateau suisse qui sont comme cela, qu'elles soient de pente ou de bord de rivière, elles ont toutes un peu cette conformation-là. Et évidemment qu'il y a une de ces forêts qui fait moins peur que l'autre, en particulier lorsqu'on l'appréhende de façon nocturne, seule, avec des bruits qui peuvent être désagréables, avec des appréhensions qui sont aussi très différentes. Donc là, il y a des odeurs aussi qui sont différentes. Il y a une forêt très fleurie, donc avec des odeurs qui sont censées attirer évidemment les pollinisateurs, et puis une autre forêt qui l'est beaucoup moins, et qui est beaucoup plus pauvre en termes de diversité. On parle beaucoup de diversité, on en reparlera un peu tout à l'heure aussi. Dans nos forêts, il n'y a pas que dans les forêts tropicales où il y a plein d'espèces. Dans la forêt de droite, il est bien évident qu'il y a chez nous environ 10 fois plus d'espèces que dans la forêt de gauche. Donc c'est une grosse différence en termes de biodiversité. Si on se demande pourquoi les forêts, on a une appréhension la plupart du temps, et d'où ça vient, et quels sont les problèmes qui peuvent se poser lorsqu'on appréhende ces forêts, un des problèmes, ça va être la difficulté d'accès, la progression difficile dans une forêt comme celle-ci. Ça peut être aussi la démesure, comme dans une forêt où il y a des très grands arbres, qui ne sont pas forcément très serrés, mais la taille de ces arbres fait qu'on a tout d'un coup, se sent très petit là-dedans. Une autre problématique qui est intéressante, et ça va nous permettre de faire une petite digression, puisqu'on va se permettre un peu tout au long de cette causerie, c'est l'orientation qui peut être compliquée en forêt. Si tous les arbres se ressemblent, si on est dans des forêts monospécifiques, on peut penser à des taïgas, on peut penser même à des forêts de taillis chez nous. On peut, dans de grandes forêts, imaginer qu'à un moment donné, on se sente un peu perdu, on ne sache pas trop où on est.
Donc on va essayer de s'orienter. Alors là, on va faire un peu de scoutisme peut-être, avec ces deux petits bonshommes. Comment s'orienter dans la forêt? Vous connaissez probablement des techniques qui vous viennent des scouts ou d'autres stages ou autres que vous avez pu faire dans la forêt. Il y a une grosse littérature autour de ces choses-là. C'est assez intéressant de regarder un peu ce qui se publie. Et là, j'ai mis 3 livres sur une vingtaine qui... Visiblement, il y a un public qui s'intéresse à savoir comment on s'oriente dans une situation compliquée. Donc, typiquement, là, on a 3 ouvrages qui sont de ce type-là. Alors, que vous disent ces ouvrages? Ils vous parlent de différentes techniques. Alors là, j'en ai sorti 3 ou 4. Il y a des techniques qui sont du domaine physique. C'est les 2 diagrammes qu'on a là. La première, c'est observer le soleil, savoir d'où on vient, bien évidemment, parce que si on ne sait pas au départ si on va au nord ou au sud, on va avoir de la peine à se repérer plus tard. Par contre, si on sait ça, on va pouvoir imaginer qu'avec la course du soleil, avec un petit peu la saison dans laquelle on est, on va pouvoir se repérer, sachant que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Si on a une montre et qu'on sait à peu près l'heure de la journée à laquelle on est, on va pouvoir se repérer de façon un peu grossière, mais on va pouvoir se repérer. Ou en tout cas revenir sur ses pas dans une direction sud ou nord. La technique qui est en bas à droite est également une technique assez simple, qui fait appel à des paramètres physiques. Il faut une montre simplement. Si on n'a pas de montre, c'est un peu embêtant. Puis il faut une montre à aiguille. Une montre digitale, c'est du progrès, mais ce progrès ne permet pas de se repérer en forêt. Donc il faut prendre la petite aiguille, la pointer sur le soleil, et puis prendre l'angle qui a entre cette petite aiguille pointée sur le soleil et 12 heures. C'est-à-dire le haut du cadran. Et puis, le milieu de cet angle va nous donner la direction sud, très classiquement. Donc, c'est quelque chose qui permet de se repérer de façon techniquement assez évidente et facile dans n'importe quel milieu sur la planète, que ce soit dans les glaces polaires, dans un glacier, etc. Encore faut-il avoir du soleil. C'est clair que si on est en pleine montagne et qu'on a le jour blanc, c'est plus compliqué. Donc, il faudra trouver d'autres techniques. Puis après, il y a des techniques naturalistes. C'est les 2 petites photos que j'ai mises là. C'est les positionnements, simplement. Par exemple, des toiles d'araignées plutôt au sud, plutôt au soleil. Les araignées aiment bien la chaleur, donc elles vont se positionner plutôt du côté sud, d'un rocher ou d'un arbre. Et puis, pour la mousse, ça va être l'inverse. L'arbre que vous avez en haut... Encore faut-il qu'il y ait un arbre un peu isolé, parce que si cet arbre est trop proche d'autres arbres, ou qu'il est entouré de rochers, ou qu'il est dans une ombre permanente à cause d'un objet qui masque cet arbre, ça va être plus compliqué. Mais pour un arbre comme celui-ci, qui est dans une situation un peu isolée, on peut considérer que la mousse va être principalement au nord et que cette direction va être à peu près constante quand on a des régimes de pluie qui sont à peu près normaux et dans les régions dans lesquelles nous vivons. En zone tropicale, ça va être évidemment totalement différent puisque la mousse est partout et que si vous comptez vous repérer avec la mousse, ça va être beaucoup plus compliqué dans une forêt équatoriale. Voilà quelques rudiments de scoutisme que vous avez peut-être oubliés ou que vous avez retrouvés avec plus ou moins de plaisir. On parlait de forêt, de difficultés. Dans la forêt, il peut y avoir des visibilités qui sont compliquées. Ces visibilités, elles ne facilitent évidemment pas le déplacement et la reconnaissance des lieux et le fait qu'on soit bien dans une forêt. Il y a évidemment tout ce qui est du domaine de la faune, de la flore, qui peut être plus ou moins agressive, ou agressive dans notre tête aussi, puisqu'on sait bien que les animaux ont la plupart du temps beaucoup plus peur que nous quand on les rencontre. Donc la plupart du temps, vous n'en voyez pas, et ce n'est pas par hasard. C'est qu'ils ont déjà fui 5 minutes avant que vous les ayez aperçus ou entrevus. Donc ça fait aussi partie, ça, de notre système de pensée, et on en reparlera après avec les contes. On peut faire des mauvaises rencontres, évidemment, ça aussi, c'est quelque chose qui est dans notre esprit. La forêt, évidemment, engendre les mauvaises rencontres de tous ordres. Est-ce que c'est quelque chose du domaine de l'objectif, du subjectif? C'est un autre discours. L'effet de tunnel est quelque chose d'important en forêt. Ces effets de tunnel peuvent être émotionnants, peuvent être stressants. En hiver, dans une forêt, quand vous regardez en l'air au-dessus de vous et que vous êtes dans une forêt avec des arbres assez serrés, vous avez ce type d'impression-là qui peut être stressante pour certaines personnes. Le syndrome du chemin creux, comme on l'appelle aussi, il y a quelque chose qui peut être stressant. Le chemin creux, c'est forcément dangereux. Pourquoi, on ne sait pas, mais c'est comme ça. On va se faire attaquer, on a lu des histoires, on a lu la grande histoire, et on sait qu'il se passe des choses dans les chemins creux. Donc on a cet effet de tunnel qui est aussi de façon horizontale décliné de cette façon-là. Donc ça nous permet ça de dire quelque part qu'il y a une peur primaire dans la forêt. On a ça en nous quelque part. Est-ce que c'est inné?
Est-ce que c'est acquis? Ça, c'est la question. Nous avons beaucoup travaillé dans l'exposition que nous présentons à Genève avec le CISA, qui est le centre d'interprétation de tout ce qui est sciences affectives, donc des émotions. Et ces gens-là travaillent avec des psychologues, avec des neurologues, avec les neurosciences sur des localisations. Vous avez pas mal dans ce musée, dans l'exposition en question aussi ici, des références à ceci, puisque le CISA a également collaboré avec l'exposition qui a lieu ici en ce moment. Et donc ces gens-là ont des idées plus ou moins précises par rapport à cela. Il se trouve que les peurs dont on vient de parler en forêt, ces émotions qu'on ressent, sont probablement innées et acquises. Je m'explique, elles sont innées probablement parce que on a ça en soi, c'est une forme de protection contre un danger qui peut être clair en forêt, il y a des dangers, on les verra tout à l'heure, et c'est une forme de défense, c'est une forme de mise en garde qu'on a naturellement en nous. Et puis acquise, on le verra aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a évidemment tout plein d'histoires, de grandes ou de petites histoires qu'on se raconte, qu'on nous raconte depuis la petite enfance, et que ces petites histoires elles génèrent cette peur primale de la forêt. Le rôle de l'odorat, le rôle des sons est évident dans cela. Des odeurs animales, des odeurs sauvages, comme on les appelle, sont des choses qui vont nous interpeller. Des sons qu'on ne connaît pas, en particulier nocturnes, sont des choses aussi qui peuvent faire peur. Certains animaux qui ont des cris très particuliers, proches du cri humain, on peut penser à des rapaces, des chouettes ou à même des renards, qui peuvent être très très particuliers lorsqu'on est en forêt. Ça peut faire très peur et c'est quelque chose qui est du domaine de l'inné, mais qui est aussi du domaine de l'acquis. Donc on peut se trouver en harmonie dans un milieu. Ici on a Kim Page qui est une de ces personnes qui cherche un peu ces situations de survivalistes, comme on va les appeler, où on va se mettre dans une situation compliquée et on va se mettre en harmonie avec la nature en pratiquant la chasse et la cueillette, comme le faisaient nos ancêtres néolithiques, dans des endroits où il y a très peu évidemment de population et où on va devoir au jour le jour s'occuper soi-même de sa pitance, de ce qu'on mange, de ce qu'on crée comme abri, etc. Alors il est clair que les populations tropicales qu'on a en dessous, que ce soit en Amérique du Sud sur la gauche ou en Afrique sur la droite, ont une perception très différente de ces situations. C'est des gens qui, depuis la petite enfance, vivent ces choses-là. Ils n'ont pas besoin de réapprendre les choses ou de les apprendre. C'est quelque chose qui est du domaine de l'acquis, mais aussi de l'inné, quelque part. On vit en forêt, on profite et on utilise à peu près tout ce qui est possible dans ces forêts, que ce soit alimentaire, médicinal, etc., ou pour tisser, pour se loger, pour construire des objets, tresser des objets, etc., peindre son corps, par exemple. Et donc, on sait utiliser la forêt par toutes ses parties et à tout moment de sa vie. Et ça engendre évidemment un rapport fort différent avec ce milieu naturel. On ne parle pas à ce moment-là de peur, on a une conscience des dangers, on sait ce qui est dangereux ou pas. On l'a appris la plupart du temps des anciens et on le vit soi-même au quotidien. Alors chez nous, c'est un peu différent. On a ces choses-là qui sont très à la mode en ce moment. On a aussi toute une littérature sur ce retour à la vie sauvage, sur ces survivalistes. On peut faire des stages, on peut s'offrir des bons cadeaux, on reçoit des diplômes, etc. Alors moi, en regardant un petit peu ça, en regardant sur Internet ce qui se passait, ça me rappelait un peu le manuel des Castors Juniors de mon enfance. Alors je ne sais pas si certains parmi vous ont lu le manuel des Castors Juniors. C'était tout à fait sympathique à l'époque. Là, disons, c'est quelque chose qui est un peu différent. J'entends, quand on vit dans une semaine de survie en forêt, pourquoi pas, j'entends, c'est un mode de fonctionnement. Simplement, j'entendais quelqu'un à la radio l'autre jour qui parlait de cela et qui disait moi je préfère étudier et photographier les sauterelles que de les croquer en forêt parce que je me suis mis dans une situation qui est un peu compliquée et difficile. Évidemment qu'on peut croquer des sauterelles, c'est quelque chose d'intéressant, c'est plein de protéines. Le problème c'est que la sauterelle est peut-être menacée quelque part et que la pauvre sauterelle elle n'a pas demandé à être croquée par le premier survivaliste qui arrive dans la forêt. Donc il y a des petites choses qu'on peut... Voilà. Mais c'est quelque chose qui est très à la mode et qui fait partie de, entre guillemets, ce retour à la nature quelque part, bien qu'il, moi je le trouve de cette manière-là un petit peu contestable. Parlons un peu des dangers. Ces survivalistes vont rencontrer des choses qui peuvent être dangereuses, ils vont se mettre eux-mêmes en danger quelque part, ou dans un inconfort, ou dans une zone qui n'est plus celle du confort, et puis ils vont être confrontés à des éléments naturels. Alors un des dangers
évidemment important dans ces endroits et dans les forêts en particulier, ça va être la foudre et le suivi concomitant de cette foudre, c'est-à-dire le feu. Le feu, quand on le regarde comme ça, on s'aperçoit qu'en fait, dans les statistiques, c'est la première cause de mortalité en forêt. C'est pas les bêtes sauvages, c'est pas la consommation de belladone ou de je sais quelle plante toxique, mais c'est le feu. Le feu tue énormément de monde en forêt partout sur cette planète chaque année. Donc il y a des mesures qui sont prises. On voit même en haut à droite des sortes de panneaux qui sont mis en avant dans les forêts là, américaines où on va vous dire quel est l'indice, un peu comme chez nous les avalanches, quel est l'indice de danger au niveau du feu en forêt et puis qu'est-ce qu'on doit faire avec cela. Un autre danger, ça peut être une apparence trompeuse comme ici, tout ça est très idyllique, c'est un danger naturel important, surtout dans ce cas de figure-là, dans la mesure où on a là une mère ours avec ses petits, et que si on arrive par inadvertance à être entre la mère et les petits, ça devient quelque chose de très compliqué et de très dangereux. Donc cette image est quelque part un peu trompeuse. La faune, comme je l'ai dit avant, la plupart du temps, elle a plus peur que nous, donc les gens qui ont vu des lynx ou des loups dans notre pays sont très rares, c'est plutôt des caméras nocturnes qui captent ces pauvres animaux circulant à droite à gauche, sans que l'homme les ait vraiment vus de façon directe. Donc c'est des gens qui sont vraiment tout le temps dans la nature et tout le temps au contact de ce type de milieu. Un autre danger qui, là, touche plus précisément le botaniste que je suis, c'est tout ce qui est du domaine des toxines dans la flore en particulier. Et on a énormément de toxiques dans notre flore. 15% des plantes sont toxiques, 5% sont mortelles, elles sont très proches de nous la plupart du temps. Il ne faut pas beaucoup de ces plantes pour pouvoir passer de vie à trépas. Il y a des services antipoison, il y a des services d'urgence dans les hôpitaux. Je donne chaque année un cours en pédiatrie et dans les services d'urgence pédiatrique. Et il y a chaque été des tas de mamans qui arrivent avec des bonbons, qui ont consommé des baies, on ne sait jamais trop ce que c'est, etc. Évidemment que les études de médecine ne poussent pas à connaître le type de plantes qu'on a et les baies qu'on a ingérées. Donc c'est une demande très claire de la part du corps médical. On a un grand hôpital en face de nous ici, en tout cas au HUG, c'est de connaître un peu ces plantes et de savoir à quoi on a affaire. Et quand on sait à quoi on a affaire, on peut identifier la toxine et se prémunir contre celle-ci, ou en tout cas essayer de soigner les gens de façon efficace. Donc là, je vous ai mis juste quelques plantes qui sont des plantes forestières ou de bordure de forêt. La digitale, qui est cette plante rose, c'est une plante pas si toxique que ça, mais qui a des principes actifs très puissants, qu'on ne va pas ingérer forcément comme ça, contrairement à celle qui est à côté, qui est la belladone. Mais la digitale est quand même une plante très, très toxique. C'est des plantes qu'il faut savoir doser pour pouvoir les utiliser. C'est un cardiotonique très, très puissant. On en fait des médicaments intéressants pour soutenir le cœur en particulier, mais c'est des médicaments qui demandent un dosage très précis avec des molécules très, très bien isolées, etc. Donc c'est une plante problématique, pas pour les gens, les promeneurs en forêt, mais par rapport à la façon qu'on a de l'utiliser, en particulier au niveau de l'automédication, qui a pu être pratiquée par le passé. La plante qui est à côté, qui est un peu discrète, on la voit en fleurs, on la voit avec des baies sur la gauche sur le dessin, c'est la belladone. La belladone est une plante un peu paradoxale, c'est une plante assez discrète, mais qui est assez fréquente, qui a des baies magnifiques à ce moment-là de l'année, qui est très attractive pour la petite enfance. Et donc il y a chaque année des problèmes avec cette grosse myrtille, comme on pourrait l'appeler. Elle n'est pas désagréable à manger, elle est un peu amère, d'après ce qu'on en sait. Elle ne pose pas vraiment de problème direct, mais 2-3 heures après, il y a de gros problèmes, et il suffit de quelques baies pour malheureusement tuer un enfant. Donc il y en a d'autres dans notre flore qui sont de ce type-là et qui peuvent poser problème. Donc il y a clairement une notification à faire au niveau de ces dangers forestiers liés à la forêt, liés aux plantes. Une autre pomme, c'est la pomme de sorcière, comme on l'appelle, c'est le fruit que vous voyez au milieu, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ce fruit épineux, c'est en fait le datura. Le datura est aussi une plante problématique, c'est une plante qui peut être assez toxique, mais qui est surtout hallucinogène. C'est la plante qui servait parmi d'autres. Vous avez peut-être vu ou lu Harry Potter. J'ai mis une petite sorcière à côté pour faire le poids. Là, c'est donc la plante. C'est une plante de sorcière. C'est une plante qui permettait à ces femmes d'entrer dans une transe hallucinogène avec d'autres. La belladone en est une, bien dosée. La jusquiame, la mandragore également, qui sont toutes de la même famille. On appelle ça les solanacées vireuses, par opposition aux solanacées comestibles, qui nous viennent pratiquement toutes d'Amérique du Sud. La tomate,
aubergines et autres, qui sont des bonnes solanacées, si on veut bien. Chez nous, on a hérité un peu des moins bonnes, qui sont ces solanacées vireuses, qui permettent d'entrer dans une transe hallucinatoire, qui est assez violente, et qui était le fait de ces sorcières qui voulaient aller dans les sabbats, etc. Donc on a eu ces pratiques. Le problème de la sorcellerie, on ne l'abordera pas ce soir, c'est un problème complexe, en particulier dans nos régions, puisqu'il y a eu pas mal de gens qu'on a oxy pour des problèmes de sorcellerie, souvent à tort, parce que c'était des femmes qui simplement étaient émancipées et qui avaient une certaine indépendance, qui connaissaient certes les plantes et leurs usages, mais qui avaient la plupart du temps pas fait grand-chose d'autre que d'aider les gens ou de chercher à les soigner. La vraie sorcellerie existe, elle a clairement existé, il y a des traités pour tout ceci, et ce datura en fait partie. D'autres végétaux, si on veut bien, ou on peut appeler végétaux dans un sens large, c'est la flore mycologique, donc les champignons, ici une amanite, aussi très problématique en termes de toxicologie. Et puis à côté, c'est un peu le datura des champignons, c'est le psilocybe, c'est ce petit champignon qu'on trouve dans nos pâturages, qui est une plante hallucinogène très 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 puissante, très dangereuse aussi, et qui est recherchée par certains milieux. On n'a pas besoin d'aller chercher de l'ayahuasca ou du peyote en Amérique du Sud si on veut voir les éléphants roses. Il n'y a qu'à aller se balader dans nos pâturages. Et si on sait reconnaître ce petit champignon, on évite dans des situations qui sont très désagréables. Je peux que décommander le fait d'utiliser ce genre de choses. C'est vraiment très dangereux. Ça doit être dosé de façon très précise pour éviter des problèmes qui peuvent être très très compliqués. Donc tout ceci, d'où ça vient en fait. Alors on a vu qu'il y avait des choses qui étaient du domaine de la prévention contre les dangers. C'était des choses innées. Puis il y a des choses qui se sont acquises probablement. Et acquises à travers quoi ? Je pense que les contes en effet de notre petite enfance, qui viennent de très très loin, on va le voir, on va essayer de traverser un peu différentes images, différentes périodes pour voir que ces choses évoluent, mais qu'elles ont toujours cette dominante moralisatrice qui fait que la forêt sert de décor à des choses qui sont assez atroces la plupart du temps. Les sorcières anthropophages, les affreux géants qui mangent, les parents qui vont promener leurs enfants en forêt puis qui les perdent de façon directe et de façon très claire. Donc tout ça est assez horrible. Alors ça finit la plupart du temps bien, ça n'a pas été toujours le cas, puisque la plupart de ces contes au départ finissent mal. Et c'est après, lorsqu'on est arrivé au XVIIe siècle, qu'on a mis des fins plus agréables à ces contes qui permettaient aux gens de les lire à leurs enfants, mais le début est toujours assez terrible. Donc si on prend un de ces... on a là le petit pousset tout seul dans son bois, je ne sais pas où sont ses frères, mais on va les voir après. Et puis on a aussi cette représentation de la plante carnivore qui est toujours spectaculaire, en particulier dans l'imagerie. Vous savez pas, mais je pense que vous savez que les plantes carnivores sont des très petites choses la plupart du temps, qu'elles sont juste capables de manger des petits mouchillons, que ça s'arrête là, que ce soit sous forme d'urne ou sous forme de pseudo-mâchoire ou de poils collants. Ces plantes sont tellement petites la plupart du temps, en tout cas celles qui sont chez nous, mais les plus grosses ne dépassent pas 20-30 cm dans les forêts de Bornéo. Celles qu'on a chez nous sont très très petites, elles sont dans les tourbières, elles sont minuscules et les gens la plupart du temps ne les voient pas. D'abord parce que c'est des milieux difficiles, on n'a pas à se promener parce qu'il y a des milieux très, très compliqués, protégés et qu'on ne se promène pas dans les tourbières, et puis que même si on s'y promenait, on les verrait pas forcément. Alors prenons le Petit Chaperon Rouge par exemple, qui est un conte de Perrault de 1697, qui a été repris après par les frères Grimm par exemple, en le changeant un petit peu. Perrault termine son conte, tout le monde meurt, la grand-mère, le petit chaperon rouge, tout le monde est mangé, et ça s'arrête là. C'est les Grimm qui vont introduire dans ce conte un chasseur qui tue le loup et qui va ouvrir le loup et ressortir le petit chaperon rouge. Je ne sais pas ce que la grand-mère devient, je ne sais pas si elle sort du loup aussi, mais le petit chaperon rouge, il s'en sort. Bon, la grand-mère, on n'en parle pas dans le conte en question. Donc il y a une imagerie autour de ce petit chaperon qui est assez étonnante, ça correspond visiblement à des histoires très anciennes, dans toutes les civilisations pratiquement, on va retrouver ce petit chaperon rouge. Alors, les illustrations ici anglaises et américaines autour de contes, on a une présence du loup la plupart du temps, on a ce petit chaperon rouge qui est plus ou moins effrayé. J'ai été trop vite. On va avoir des choses très anciennes. La frise que vous avez en haut est en fait un bas-relief qui se trouve sur le palais de Jacques Coeur à Bourges en France. Je ne sais pas si vous avez vu ce palais, c'est un magnifique palais. Jacques Coeur est un commerçant tout à fait extraordinaire qui avait construit un palais à Bourges, au centre de la France, et qui commerçait avec toutes les contrées et les pays de France.
Et en fait, visiblement, il connaissait déjà au XVe siècle le conte du petit chaperon rouge, puisque les artistes ont illustré avec des feuilles d'acanthe qu'on voit au milieu, le loup, le petit chaperon, et puis la maison de la grand-mère. Alors on voit ça beaucoup plus tard après, Gustave Doré l'a fait, puis même Pissarro, le peintre, a peint un chaperon rouge en bleu, qui a toujours une petite casquette, et on voit le loup à l'arrière-plan. Et puis on a des choses aussi plus proches de nous. Albert Anker a fait un petit chaperon rouge à Mail Steel vers 1883. Et puis aux États-Unis, en Art déco, on retrouve aussi le petit chaperon rouge qui dit Il était une fois, et on commence des contes comme ça. Et il y a toute une campagne d'affichage qui a été faite autour de ce petit chaperon rouge à cette époque-là aux États-Unis. Walter Crane, qui est aussi c'est le Arts and Craft dans l'histoire de l'art en Angleterre, qui va faire beaucoup d'illustrations de contes. En particulier, on voit le petit chaperon rouge qui cueille des primes verts. Donc on est là un peu dans cette connotation que je vous ai présentée au départ, de milieu ouvert, de milieu printanier, de forêt non feuillue encore, dans lequel on va trouver ces plantes de printemps. Et la prime vert, évidemment, est une de ces fleurs. Son nom même, prime vert, primavera, c'est l'emblème, le symbole même du printemps. Et puis sur la droite, vous avez cette peinture extraordinaire de Yulievitch, qui est un peintre russe début du XXe siècle, qui va faire des peintures extraordinaires autour de ses contes, avec en tout cas, les végétaux sont rendus de façon tout à fait extraordinaire. Et puis on a des choses beaucoup plus modernes, par exemple, comme celle-ci de Mondongo, qui est un artiste argentin, est un plasticien, artiste argentin, qui fait des tableaux avec des matériaux un peu rares et spéciaux, et on a des représentations du chaperon rouge qui est un peu différente de celle qu'on a d'habitude. Et puis d'autres contes qu'on va pouvoir trouver, le Petit Pousset, on en parlait juste un petit peu avant, ici illustré par Gustave Doré. C'est aussi un conte de Perrault, c'est un conte qui finissait très mal aussi, tout le monde mourait ou à peu près, parce que c'est clair que dans un premier temps, le Petit Pousset va semer ses cailloux blancs, il va se retrouver dans une situation désagréable, il va pouvoir faire revenir toute sa famille, c'est-à-dire tous ses frères à la maison, tout le monde va se trouver très bien, etc. Mais il y a un deuxième épisode qui, comme dans nos séries maintenant à la télévision, va pousser les parents toujours pas payés par l'affreux bailli local, etc., à ramener ses enfants en forêt, mais en évitant bien les petits cailloux blancs et en leur donnant de la mie de pain à la place. Donc, la mie de pain va être mangée et donc ces pauvres enfants vont se retrouver en forêt et vont tous mourir. Donc ça c'est le conte original de Perrault. Grimm va reprendre aussi ces choses-là, les frères Grimm, et vont alléger ça, et les frères et le Petit Pousset vont se sortir de ce mauvais pas aussi de façon un peu plus agréable que dans le conte de Perrault. Ces contes sont très moralisateurs, ils ont toujours une morale à la fin, et ça faisait partie, à l'époque en particulier, de l'éducation des enfants, de leur donner cette image moralisatrice, en particulier en utilisant la forêt comme un décor visiblement atroce et terrible. On avait très peur de la forêt, on avait très peur de la montagne, on avait très peur de la mer à l'époque, et donc on restait bien gentiment chez soi et on évitait, sauf si on était bûcheron ou marin, d'aller se balader dans ces contrées-là, pleines de monstres et d'affreux personnages qui mangeaient tout le monde et qui vous trucidaient. On retrouve ça dans Hansel et Gretel, c'est un peu la même chose. On a aussi, ça c'est les frères Grimm, qui reprennent cette histoire de petits cailloux blancs, et là la rencontre est avec une affreuse sorcière, sa maison est comestible, donc on va avoir ces pauvres enfants affamés qui vont commencer à manger la maison et qui vont se faire attraper par la sorcière. Tout ça finit à peu près bien parce que la petite fille va pouvoir pousser l'affreuse sorcière dans son feu et va pouvoir s'en sortir avec son frère. Et elle va retrouver ses parents après qui, entre-temps, ont retrouvé un peu de fortune et seront très contentes de les retrouver. C'est particulier quand même comme philosophie, mais quelque chose qui est important, qui fait partie de cette peur primale qu'on a de la forêt. Blanche-Neige, c'est un peu la même chose. On a cette rencontre avec des gens de la forêt, des gnomes en particulier, avec une affreuse sorcière aussi qui est là et qui va avoir des comportements un peu étranges. Walt Disney va reprendre tout ça, on va y ajouter la reine qui va évidemment utiliser cette sorcière et essayer de prendre la place de la pauvre Blanche-Neige. Mais c'est vrai que c'est peut-être mieux de montrer du Walt Disney que de lire le conte original qui est aussi assez terrible des frères Grimm de ce conte de 1812.
Il n'y a pas que chez nous qu'on a ces choses-là. On va retrouver ces peurs de la forêt avec les Baba Yaga, qui sont ces histoires russes, ces contes russes qui animent toute la jeunesse des petits-enfants en Russie. Et c'est exactement les mêmes histoires de rencontres, de sorcières dans les bois, où on se trouve dans des situations terribles et où on se fait manger, où on se fait trucider, etc. On voit qu'on n'en a pas assez. Quand on est petit, on écoute des contes. Quand on est grand, on va avoir des affreux films la plupart du temps. Et il y a une filmographie tout à fait impressionnante de films sur la forêt qui fait peur, où on se fait massacrer, où on a peur, il y a plein de monstres partout, etc. De Délivrance à Massacre à la tronçonneuse, ou dans des films un peu plus série B, comme La forêt de la terreur, ou L'enfer vert, ou Le grizzly. On retrouve, et il y en a des quantités astronomiques sur Internet de ces choses-là. Donc il y a une espèce de besoin qui est une fonction primaire à l'intérieur de nous-mêmes de se faire peur, et la forêt est un très bon média pour se faire peur, visiblement. Alors on retrouve ça dans Astérix. Alors il n'y a pas tout le monde qui a peur en forêt dans Astérix, mais les légionnaires ont très peur. Donc ça c'est très clair, vous avez ça à peu près dans chaque Astérix. La forêt qui entoure ce pauvre village gaulois d'irréductible est un endroit qui fait très peur aux légionnaires qui ont le malheur de se voir attribuer à un des camps romains qui entourent le village. Alors on a parlé de peur, on va parler de bonheur dans la forêt. Et c'est vrai que Obélix et Astérix y trouvent leur compte, en particulier Obélix. C'est bien connu. Cette forêt de loisirs, c'est pas nous qui l'avons découverte, elle était déjà là visiblement du temps des Gaulois. Lui, il y trouve grand plaisir, il fait plein de choses intéressantes en forêt. Alors maintenant, c'est quelque chose qui est très à la mode, la forêt de plaisir, la forêt de loisirs, la forêt de cueillette. On va cueillir des champignons, c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est aussi très à la mode, très tendance. On cueille des petits fruits. On essaye de ne pas attraper trop de maladies à cause des défécations des animaux sur ces myrtilles, mais enfin, il y a des petits problèmes à ce niveau-là quand même de santé publique, mais enfin, c'est très agréable et très sympathique d'aller cueillir des choses en forêt. Il y a d'autres choses en forêt. Il y a tout ce mouvement de la forêt thérapeutique qui nous vient d'Asie. On appelle ça la sylvothérapie. Il y a des tas de littérature aussi là-dessus. On va se faire un shot de chlorophylle, comme on le dit ici dans une publicité. Tous ces gens vont toucher des arbres, embrasser des arbres, c'est très bien. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Je pense que toutes ces choses qui peuvent permettre d'apprécier, de comprendre mieux la forêt, quelque chose d'important, d'en avoir moins peur en tout cas. Et c'est quelque chose qui est très à la mode. Au jardin botanique, on a des arbres assez anciens, jusqu'à 300, 350 ans, et chaque jour, vous avez des gens qui viennent embrasser, méditer au pied de l'arbre, etc. Et c'est quelque chose qui correspond vraiment à un besoin, et c'est assez intéressant. Alors d'où ça vient ceci? C'est ce qu'on appelle en japonais le shirin-yoku, c'est le bain de forêt, ce bain de forêt classique, où on va toucher, mais on va surtout humer et essayer de se ressentir des parfums dans ces forêts, de capter des éléments. Alors, on peut se poser la question comment les arbres peuvent nous faire du bien. Il se trouve qu'il y a une réponse à peu près scientifique à cela. C'est ce qu'on appelle les phytoncides. Les phytoncides, c'est en fait choses qui ont été décrites en premier au Japon et en Chine par des chercheurs. Il y a pas mal de substances qui sont émises par les stomates de certains arbres. Alors dans les forêts de feuillus, c'est plus compliqué parce que ces phytoncides sont émis à la couronne des arbres, c'est-à-dire souvent au-dessus de nous quand on s'y promène. Dans des forêts de pins ou dans des forêts de sapins, c'est plus facile de ressentir des odeurs, etc. Là, je ne sais pas si on sent grand-chose avec ces plantes qui sont là-bas, mais il y a des conifères, il y a des arbres qui ont des senteurs assez puissantes. Donc c'est la plupart du temps des choses qui servent de messagers, qui servent de défense naturelle aux arbres contre des prédateurs, des herbivores ou des insectes qui viendraient les piquer ou les manger, ou des bactéries ou des champignons. C'est aussi une façon, et il y a toute une école maintenant autour de ça, qui propose des modes communicationnels au niveau de ces arbres. Alors ça reste à prouver, c'est pas tout à fait prouvé scientifiquement, mais c'est quelque chose sur lequel pas mal de chercheurs travaillent. Donc ces phytoncides, qu'est-ce que c'est en fait? C'est des dérivés carbohydratés, c'est-à-dire des glucides qui viennent de la photosynthèse et qui vont être émis par la plante. Alors soit ils servent à l'intérieur de la plante à faire ce dont la plante a besoin, c'est-à-dire croître, c'est-à-dire faire de la cellulose, faire de la lignine pour les arbres. Et puis ça va être sinon émis par ces stomates, comme je l'ai dit, comme signal ou comme
des messagers qui vont permettre de se défendre ou d'émettre différentes choses dans l'environnement proche de cette couronne foliaire. Donc, si on va un peu plus loin dans l'analyse, par exemple, ce monsieur qui est monsieur Lee, là, qui est ce Kong Lee qu'on voit en portrait ici, nous dit que, de tous nos sens, le droit est le plus primitif. C'est quelque chose qui est important. Aucun des quatre autres ne produit un effet aussi direct sur notre esprit et notre corps. Et ça, c'est confirmé par les chercheurs du CISA, par exemple. Donc ça veut dire évidemment que les odeurs influencent de façon directe ou indirecte notre humeur et notre comportement. Alors, on n'a pas toujours conscience, c'est des choses qu'on a probablement aussi perdues au cours de l'histoire. Probablement que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs du néolithique, palafites, avaient ce sens-là beaucoup plus développé. D'abord, comme on l'a vu tout à l'heure, pour se défendre contre des prédateurs éventuels, et puis pour reconnaître les choses, reconnaître les bonnes odeurs, reconnaître les messages de fruits comestibles, de feuillages comestibles, ou de plantes médicinales, ou qui peuvent nous aider d'une certaine façon. Tout ceci, c'est des choses que nous avons peut-être un peu perdues. Alors on y revient maintenant avec ces bains de forêt, en essayant d'explorer ça sous forme de ce qu'on appelle la sylvothérapie. Il y a énormément de littérature aussi là-dessus. Je vous ai sorti un peu quelques bouquins là. C'est pas très compliqué de trouver quelque chose dans les librairies, et en particulier dans les librairies ésotériques. Donc il y a énormément de choses, pas toujours très très sérieuses. Là, je vous ai sorti les plus sérieuses d'entre elles, qui se basent sur des données scientifiques. On va faire un petit exercice là par rapport à ces trois textes. C'est des textes qui sont censés vous mettre dans une situation olfactive précise par rapport à des plantes qui sont des plantes de saison. J'aurais pu faire le même exercice avec des plantes qui étaient au printemps ou qui étaient des plantes estivales. Donc là, on a ces textes, essayez de les lire un petit peu, essayez de vous mettre dans une situation qui corresponde un peu à l'image de droite et de percevoir un peu ces odeurs comme elles sont. Je ne peux pas le faire ici directement. Si j'avais des parfums comme ça, pour imaginer qu'avec des substances chimiques, on puisse faire quelque chose d'à peu près équivalent, c'est toujours assez compliqué de faire ceci. Vous savez que le parfum, la molécule parfumée est souvent beaucoup plus complexe que l'extrait olfactif de la plante elle-même. C'est le cas pour les médicaments. On fait de la chimie allopathique avec des molécules, c'est de la médecine moléculaire. Et on peut imaginer que si on prend un extrait de plante global, on a évidemment beaucoup plus de complexité et beaucoup plus de difficulté à analyser les différentes actions de l'extrait de plante en question, qu'ils soient bénéfiques, qu'ils soient des effets secondaires ou autres. Donc là, c'est des choses qui sont de saison ou qui vont l'être. Les osmantes, c'est des choses magnifiques qui fleurissent un peu plus tard, en hiver, qui sont un peu inversées par rapport au monde floral normal. Ce cercidifilium, si vous avez l'occasion d'en voir un, je ne sais pas si on est ici au Jardin botanique à Lausanne, il y en a chez nous, c'est une plante tout à fait extraordinaire qui a une odeur de caramel, on appelle ça l'arbre caramel. Ils sont très forts, le caramel sucré. Et si on veut du chocolat, c'est plutôt le clérodendrum qui va être en avant. Puis il y a ces odeurs d'humus qui sont ces odeurs automnales, souvent aromatiques, souvent liées aux décompositions de feuilles qu'on a à l'intérieur. Là, je vous ai amené différents composts qui ont des odeurs un peu différentes. Vous pourrez les pratiquer après si ça vous intéresse. Cette odeur des bois nous permet de parler d'odeurs de bois. Et j'avais envie de vous parler de deux odeurs, puisqu'on parle de flair ici dans cette exposition. Ces deux odeurs qui sont importantes dans l'industrie du parfum actuelle, puisque de nouveaux marchés s'ouvrent et évidemment que les parfumeurs ont sauté sur ces marchés-là. En particulier ces marchés orientaux qui sont, on va dire, fanatiques de deux plantes. La première, c'est celle-là, c'est le santal, qui est chez nous depuis un peu plus longtemps que celle que je vais vous présenter après. C'est un bois, ça vient d'une plante tropicale, un arbre indien, qui est maintenant cultivé. On cultive le santal. Ça permet d'éviter d'aller chercher des grosses grumes en forêt, de détruire évidemment toute la forêt qui est autour. C'est une plante qui est pratiquement domestiquée et qui est très intéressante au niveau de ses senteurs assez capiteuses que vous connaissez probablement. On fait avec ça des petits cônes d'encens que vous avez au milieu qui peuvent permettre d'avoir ces sensations-là dans votre intérieur si c'est quelque chose qui vous intéresse. Une autre plante, telle que vous connaissez pas forcément ou peut-être un peu moins, c'est le oud, bien qu'on en voit maintenant énormément dans tous les étalages de parfums. Si vous avez l'occasion de passer une fois dans un de ces aéroports du Moyen-Orient, Dubaï, Abu Dhabi ou autre, vous ne pouvez pas le manquer parce que ça vous agresse dès la sortie de l'avion dans l'aéroport. C'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est une odeur très très forte, très persistante. Et c'est surtout son mode d'accession qui est intéressant. En fait, le oud provient d'une sorte de moisissure
moisissure qui arrive dans le centre en fait d'un genre végétal principalement qui est l'aquilaria. Si vous voulez voir un aquilarium, on en a un aussi dans nos serres à Genève. Malheureusement, je n'ai pas pu en amener ici et il faudrait le tuer, ce pauvre arbre, pour pouvoir vous montrer quelque chose, puisque c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est dans la partie interne du tronc. Le tronc est agressé soit par un insecte, soit par un champignon, soit artificiellement, on le voit ici, par des seringues avec des moisissures, des bactéries ou des virus. Et c'est cette agression qui va déclencher à l'intérieur de l'arbre, c'est-à-dire dans la zone où il stocke en fait ses déchets, un développement extraordinaire de moisissure, et cette moisissure va développer une odeur tout à fait extraordinaire qui est très appréciée de nos amis orientaux. C'est ce qu'on appelle le oud. Regardez un peu chez votre parfumeur quand vous y passez, ou dans un duty free à l'aéroport la prochaine fois que vous passez là-bas, vous verrez qu'il y a de plus en plus de parfums à base de oud. C'est probablement le bois le plus cher du monde, $7 500 le kilo, c'est énorme, ça peut aller jusqu'à 35 000 pour les vieux ouds, les vieux arbres qui ont été malheureusement coupés en forêt. Il se trouve que maintenant, on fait une dissémination dans des cultures de oud, c'est ce que vous avez là sur la photo du haut, avec des et puis vous obtenez en bas, vous voyez toujours les seringues qui sont introduites, et vous voyez ces moisissures qui partent à partir du centre de l'arbre. C'est les parties les plus noires qui sont les plus recherchées et les plus odoriférantes. Donc ça nous permet d'aborder on a déjà fait un petit peu ce que les arbres communiquent. Comment communiquent-ils? Est-ce que c'est avec des substances aériennes ou pas, etc. Là aussi, il y a tout un engouement extraordinaire autour en particulier de ce livre, qui est ce livre de Peter Wolleben, qui est un Allemand, qui est un forestier, qui a décrit en fait de façon très imagée, puisque c'est aussi un écrivain, ce livre est très agréable à lire, avec une scientifique canadienne, des mécanismes qui étaient plus ou moins connus. Donc il a un peu compilé différents papiers qui ont été écrits sur le sujet. Et en fait, ça touche en fait à la communication entre les arbres. Est-ce que les arbres communiquent? Probablement que oui. Communiquent-ils chimiquement? Probablement que oui aussi. Et comment le font-ils? Ils le font d'abord, on l'a vu avant, avec des substances aériennes. C'est ce qui explique un peu ces couronnes un peu particulières, cette répartition dans l'espace d'arbres, d'une population d'arbres en particulier. Évidemment que les arbres vont être plutôt enclins à communiquer avec leurs congénères directs, les gens qui ont le même ADN, les arbres qui ont le même ADN ou leurs cousins directs, plutôt qu'avec des espèces différentes, comme c'est le cas par exemple dans le jardin botanique où toutes les espèces sont différentes les unes des autres par essence. Alors ça c'est la communication aérienne, on l'a vu un petit peu, on l'a expliqué avec ces phytoncides, et puis il y a la communication souterraine qui se fait soit directement par les racines. On a repéré, on a pu identifier des pontages de racines entre des arbres dans des populations de bouleaux ou d'autres arbres, des frênes en particulier, ou bien par tout ce système de mycorhizes qu'on a en sous-sol, qui sont ces champignons, cette base de champignons qu'on a. Vous savez que ces champignons qu'on voit émerger à ce moment-là de l'année, s'appellent principalement les basidiomycètes, c'est une famille de champignons qui émettent une sorte de fructification en surface. Ça, c'est que la pointe émergée de l'iceberg. Tout le champignon lui-même est en sous-sol. On appelle ça des mycorhizes, et on a tout des tas de filaments champignonesques en sous-sol qui font une sorte de tissu incroyable dans une forêt. Et c'est probablement à travers ces tissus que se transmettent des molécules, de l'eau, différentes substances qui on pourrait imaginer que les arbres, en effet, se transmettent des choses et communiquent d'une certaine façon à travers ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une conscience, est-ce qu'il y a une mémoire, comme le dit Wolleben? C'est des choses qui demandent à être, en effet, étudiées et confirmées. Il n'y a aucun scientifique qui pourrait l'affirmer actuellement. Il y a des expériences qui ont été faites, mais malheureusement, elles sont aussi souvent contestées et contestables. La plus classique, c'est celle-ci. C'est celle d'une population de koudous, qui sont ces magnifiques antilopes en Afrique du Sud, qui avaient été mises dans une sorte de réserve avec des acacias. Ils étaient là, vous savez qu'il y a ces réserves de chasse en Afrique du Sud, c'est pas des parcs ouverts où les animaux peuvent aller vraiment sortir de là. Il y a une barrière quelque part, le parc est très grand certes, peut avoir la taille du canton de Genève, mais les animaux, les végétaux par essence restent à l'intérieur. Donc là, il y a eu à un moment donné une confrontation entre ces koudous et puis des acacias, une population d'acacias, et on s'est aperçu que les acacias étaient trop consommés et que cette surconsommation faisait que les acacias avaient développé un mécanisme qui
les faisaient proposer ou synthétiser des tanins toxiques pour les antilopes. Et on s'est aperçu que c'était tellement toxique que la population d'antilopes diminuait, puisqu'il y a plein d'antilopes qui sont mortes à cause de la consommation de ces acacias toxiques tout d'un coup, alors qu'ils ne l'étaient pas avant, puisque c'était une des plantes que consommait le koudou en question. Alors ceci paraît très intéressant, comme ça, de prime abord, quand on le décrit comme c'est décrit là. Quand on s'intéresse un peu aux conditions cadres de l'expérience en question, c'est plus contestable, parce qu'il se trouve que à cette période-là, c'est dans les années 2010, il y a eu une très grande sécheresse en Afrique du Sud, et que les arbres se sont défendus eux-mêmes contre cette sécheresse en produisant des tanins. C'est une façon qu'ont les arbres de se défendre contre la déshydratation. Et que ils ont naturellement produit ces tanins, et que les populations de koudou qui étaient là, la sécheresse aidant, ils n'avaient plus grand-chose d'autre à manger que les acacias. C'était pas leur nourriture principale la plupart du temps. Ils mangeaient ces acacias pleins d'épines, comme vous voyez dans l'image du milieu, essentiellement parce qu'il n'y avait pas d'herbes ou de végétaux au sol qu'ils pouvaient consommer, la sécheresse étant passée par là, et donc ils consommaient ces acacias, et probablement en trop grande quantité. Probablement un régime qu'ils n'auraient pas adopté s'ils avaient eu tout le choix à disposition d'autres végétaux. Donc il y a là des conditions cadres qui ne sont pas tout à fait réunies pour parler d'une expérience en guillemets scientifique, puisque les conditions géographiques et hydriques de l'époque faisaient qu'il y a eu cette conjonction malheureuse. Les koudous n'avaient rien d'autre à manger que les acacias, et les acacias s'étaient déjà défendus eux-mêmes contre la déshydratation. Donc il y a un petit problème derrière cette jolie expérience qui permet de dire que les acacias communiquent et se défendent de façon coopérative contre les koudous. Donc c'est une jolie histoire, si vous voulez la croire, vous la croyez, si vous voulez écouter les tenants d'une théorie plus scientifique et moins animalière ou naturaliste, voilà. Il y a d'autres expériences qui ont été faites, il y a d'autres exemples, en particulier dans le livre de Wohlleben, qui permettent de dire qu'il y a probablement une communication, je vous l'ai dit avant, en particulier avec ces émissions de phytoncides. Au niveau racinaire, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être plus faciles à étudier. C'est moins volatile, c'est plus contrôlable dans une situation donnée. Et il y a ce qu'on appelle le Wood Wide Web, en référence au WWW, de cette Madame Simard qui a collaboré avec Wohlleben dans son bouquin et qui, au Canada, fait des expériences en milieu contrôlé pour arriver à comprendre comment se passent ces mécanismes au niveau des racines, etc. C'est tout de suite très très complexe. On voit là une image d'un petit pain avec tout son système racinaire et ses mycorhizes. C'est quelque chose d'assez complexe. Ça dépasse la plupart du temps ce qu'on voit émerger en surface, un peu comme le champignon, le bolet qu'on voit émerger et tout ce qu'il y a en dessous qui est comme l'iceberg beaucoup plus grand que le champignon lui-même. C'est un peu pareil pour les arbres. Et il y a tout en effet quelque chose qu'on demande à connaître et qu'il faut étudier dans l'avenir de façon beaucoup plus précise. Si on en revient à notre forêt, on va rentrer un peu de nouveau dans un monde peut-être moins scientifique, la forêt, c'est une forêt de plaisir, une forêt de cueillette, une forêt de loisirs, une forêt jardinée comme on l'a vu chez nous maintenant, on aime bien s'y promener. C'est aussi une féerie, la forêt. On peut imaginer des tas de choses dans la forêt, et c'est quelque chose qui s'est fait classiquement dans des histoires, dans des contes, etc., tout le domaine du romanesque. Et puis il y a la forêt exotique, qui fascine aussi. Alors, on a l'enfer vert d'un côté, il y a plein de films, je vous en ai montré avant, qui décrivent cette forêt comme quelque chose d'absolument atroce. Et puis il y a ces visions qui sont tout à fait extraordinaires, merveilleuses, de la forêt tropicale, avec tout ce que ça peut avoir de fascinant. C'est quelque chose qu'on a un peu travaillé au jardin botanique dans nos serres, en mettant ça en conjonction, en confrontation plutôt avec, par exemple, les plantes d'appartement, les plantes de salon. En particulier la Saint-Paulia, qui est cette plante des grands-mères, cette violette du Cap. On a fait toute une exposition là autour en mettant des choses en situation et en montrant l'espèce de confrontation qu'il peut avoir entre cette vision un peu romanesque de la forêt tropicale et la réalité derrière celle-ci. La réalité, elle est que j'ai évité de vous montrer des photos de forêt en Amazonie ou en Bornéo ou ailleurs sur cette planète parce qu'on les voit tous les jours au téléjournal et que c'est pas vraiment nécessaire. Par contre, l'image de gauche est assez intéressante. C'est une affiche qui a été faite par Oro Verde, qui est une association sud-américaine où on voit toute la diversité, pas des arbres, des animaux, des papillons et des jolies plantes de forêt tropicale, mais des machines qui la détruisent. Et cette image est assez parlante quelque part en termes de diversité et de réponse à une diversité naturelle de la part de l'homme qui construit ces affreuses machines à détruire la forêt. Évidemment, on a cette diversité en contrepoint à droite qui est une diversité réelle, qui est une diversité potentielle très forte. Il faut savoir que quand on détruit une forêt tropicale, on détruit toutes les potentialités, en particulier à la flore qui est à l'intérieur. On trouve des nouveaux médicaments, on en a un au milieu qui est celui qui est le plus étudié probablement actuellement, c'est le noni,
C'est ce fruit blanc dont vous avez peut-être entendu parler au-dessus du tronc, là, qui est un fruit tout à fait extraordinaire, qui a des potentialités énormes en termes médicinales, et qui va sortir plein de médicaments dans les 10 ans à venir. Donc quand on détruit l'endroit où pousse le noni en forêt tropicale, ou les progéniteurs sauvages du noni, on est en train de faire disparaître quelque part des choses très très importantes. Alors ça, c'est cette diversité d'usage, cette diversité que j'appelle culturelle, comme ethnobotaniste. C'est la diversité qui m'intéresse beaucoup. Il y a une autre diversité qui est celle de la biodiversité naturelle. Et je vous en ai mis un exemple en bas. J'ai des collègues qui travaillent sur une famille de plantes qui sont les Gesneriaceae. C'est la même famille que la petite plante Sympolia violette du Cap qu'on a avant. Elle est au milieu en bas, là, la violette du Cap. Petite plante bleue, mais elle a des tas de cousines. Et ces cousines, elles sont de toutes les couleurs, de toutes les formes. Elles sont néotropicales, donc elles sont plutôt dans le sous-continent sud-américain. Et puis elles ont des formes tout à fait extraordinaires, adaptées. Il y a des pollinisateurs. Et là, il y a toute une diversité aussi de formes qui captive en effet la recherche et qui est en train de disparaître, puisque beaucoup de ces espèces sont des espèces de la Mata Atlântica, c'est cette forêt côtière brésilienne qui est en train de malheureusement disparaître petit à petit. La fairie, elle peut être rétroprogène. On peut aussi imaginer que l'homme intervienne dans ces forêts et crée des choses qu'on peut trouver kitsch, pas kitsch, intéressantes, pas intéressantes. Il y a un engouement très fort pour ce type de sculpture en forêt ou pour ce type de cabane où on va passer des nuits plus ou moins élaborées, plus ou moins luxueuses dans une forêt avec tout ce que ça peut comporter, des perspectives où on est dans une cabane et on se retrouve un peu dans l'enfance. Il y a des féeries anticipatives qui sont de ce type-là et qui offrent, la forêt offre évidemment des atmosphères et des lieux qui sont tout à fait magiques et qui permettent d'imaginer ce type de confrontation-là. Et puis la forêt, c'est aussi une forêt, on a parlé un peu avant de plantes hallucinogènes pour les sorcières, etc. On a des chamans et des sorciers, entre guillemets, dans le monde entier. C'est assez évident que le chaman, le sorcier est quelque chose de positif, la sorcière est quelque chose de négatif. C'est une affaire de genre, c'est assez particulier aussi ça. Donc le chaman, allons-y, est rarement une femme, je ne sais pas pourquoi, et lui est positif. Donc il peut prendre des substances hallucinogènes et il va entrer en contact à travers des mondes qui voient dans ces transes qui vont découler de spiritualité, des choses tout à fait extraordinaires. Donc il y a ce rapport-là à la forêt, c'est important, c'est pratiquement toutes des plantes de forêt qui sont utilisées pour cela. Et puis il y a cette forme de linéarité aussi de la forêt comme étant un lieu virginal, un lieu de spiritualité, un temple de la nature, comme on aime à l'appeler. Il y a en effet la forme des arbres, le fait qu'ils aient ces tailles considérables, le fait qu'ils aient vécu avant nous et puis qu'ils nous dépassent la plupart du temps. L'espace-temps d'un arbre est fort différent d'une autre et c'est quelque chose qui nous fascine et qui nous a toujours fascinés. Donc il y a cette fonctionnalité de l'arbre comme référent en termes de spiritualité. Un des référents, si on passe du temple au symbole, c'est le chêne. Et le chêne agui. Pourquoi il me dit le chêne agui? Qu'est-ce que c'est que ce chêne agui? On va essayer d'en parler. On va d'abord parler du chêne spirituel au sens large. Le chêne, c'est le vénérable de chez nous, c'est l'arbre référence. C'est un arbre qu'on va adorer pour lui-même, pour sa longévité, pour sa beauté, mais qu'on va aussi des fois déguiser avec des spiritualités un peu étranges, comme ces chênes chapelles. Par exemple, celui de droite, c'est le chêne chapelle d'Allouville, en Seine-Maritime. Et puis il y a ces chênes, soit à la Vierge, soit ces chênes votifs, comme on les appelle, où on a vu des apparitions, on a cru voir des apparitions, et on va identifier cet arbre comme étant un lieu tout à fait extraordinaire de culte et de référence pour ces pratiques religieuses. Quelque chose qui existe chez nous, qui est assez présent. Il y a, je crois, 200 ou 250 chênes votifs en France. Donc c'est quelque chose c'est pas quelque chose du passé. Les gens continuent à aller voir ces chênes et à les adorer comme tels. On a aussi des chênes dans d'autres parties de notre planète. Ici, on a un des plus vieux chênes probablement de cette planète. C'est le Angel Oak qui se trouve sur une île, l'île de Jones, en Caroline du Sud. C'est un arbre qui a 550 ans environ. Il a encore 200 ans de plus que le plus vieux chêne du jardin botanique, qui est un des plus vieux arbres du canton de Genève. Et c'est un chêne tout à fait extraordinaire. Il couvre une surface considérable. Et ça aussi, il est vénéré. Il n'est pas vénéré comme nos chênes à nous, mais il est vénéré comme tel, comme une pièce un peu naturaliste à protéger et à vénérer comme un être vénérable. Puis chez nous, on a des chênes qui sont ces deux chênes-là sur le plateau roman.
essentiellement. Il y a plein d'autres chênes, par exemple dans le sud de la France, chênes de maquis, chênes verts par exemple, qui sont en train de remonter avec le changement climatique. Et puis on a ces deux chênes qui sont les chênes de chez nous, le chêne rouvre et le chêne pédonculé. Et ces deux chênes sont eux en train de reculer aussi vers le nord. Ils sont poussés par le chêne vert et ils reculent environ de 50 km par année vers le nord avec le changement climatique. Et donc ces chênes sont des choses qui ont été vénérées depuis très très longtemps pour les choses que je vous ai dites avant. Pline l'Ancien le relevait déjà dans son histoire naturelle. Il avait observé les Gaulois, qui récoltaient le gui sur ce chêne, les druides en particulier, religion celtique, où on va cueillir le gui avec la serpe d'or. Panoramix là fait quelque chose qui est intéressant et qui est proche probablement d'une certaine réalité. Alors ce qui n'est pas de la réalité, c'est que Panoramix va dans la forêt d'à côté et va cueillir du gui très facilement sur son chêne. Il se trouve qu'il y a environ 50 chênes à gui en France. Probablement un peu plus, parce que maintenant qu'on cherche à les identifier, je vous expliquerai pourquoi juste après, on en a trouvé un peu plus. Mais c'est quelque chose de très rare. Et c'est pour ça que les druides vénéraient ce chêne à gui, c'est qu'il était tellement rare, et le gui était tellement quelque chose de précieux et de vénéré, que on le recherchait et on gardait ces chênes comme étant des témoins de quelque chose de tout à fait formidable. Le chêne à gui, c'est la rencontre du soleil, le chêne, la force, etc., et de la lune, qui est ce gui qui garde ses feuilles toute l'année, qui va garder ses feuilles après, en hiver, alors que le chêne a perdu les siennes. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est un arbre lunaire sur un arbre solaire. Donc ça fascinait les Gaulois depuis très longtemps, et ça a fasciné les Romains qui observaient les Gaulois. Le nom de Guy, par exemple, c'est précisé par Pline, ça veut dire remède universel en langue celtique. Et donc c'est quelque chose qui était très important, une sorte de panacée. Sauf que c'est un peu toxique, alors voilà, il se trouve que ça a certaines qualités, on en parlera aussi juste après. Les chênes à gui, pourquoi les chênes à gui, on a très peu, là on en a quelques-uns, mais on voit qu'ils sont dans un état qui est un peu déplorable, qui est vieux, surtout c'est des vieux chênes qui ont été agressés, qui sont plus en forêt, donc qui sont plus protégés par leurs congénères, souvent isolés, et c'est des chênes qui ont eu une mutation à un moment donné et qui acceptent le gui. La plupart des chênes qu'on a chez nous, vous ne verrez jamais si vous en voyez un, annoncez-le, parce que je crois qu'il y en a un en Suisse, à Neuchâtel, de chênes qui acceptent le gui. Mais sinon, c'est très 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 rare. Et donc ces chênes ont simplement des principes actifs, souvent des tanins, qui vont, dès qu'une boule de gui apportée par un oiseau va se poser à l'intersection d'une branche, ce chêne va se défendre avec des tanins, avec des substances qui vont pas permettre au gui, à la graine de gui, de s'implanter dans l'arbre, de planter ses suçoirs et de jouer son rôle parasitaire. Ces chênes à gui, c'est des chênes qui ont une mutation qui a été identifiée maintenant et qui leur permet, eux, d'accepter le gui. Alors, c'est souvent des chênes qui sont malades, qui sont affaiblis, mais qui ont cette capacité à supporter le gui et à l'accepter. On a ça donc, très tôt chez tout ce mouvement druidique. On a tout un rapport très, très, très fort de ce mouvement druidique celtique avec la nature, en particulier avec les plantes. Il y a aussi une littérature autour de cela. On a un calendrier que vous connaissez peut-être, celtique, qui est celui des druides, lié aux arbres. Et on retrouve le chêne, qui est identifié ici comme celui de l'équinoxe de printemps, le 21 mars. C'est ce chêne qui sert en fait de marqueur avec l'olivier, avec le bouleau et qu'est-ce que c'est ? C'est le hêtre en hiver, qui servent de marqueur au cours de l'année. Vous avez pour chaque période, sinon, qui correspond à des périodes du calendrier celtique, mais de notre calendrier aussi, un arbre qui est identifié. Ces arbres étant repris au cours de l'année 2 fois. Et puis venons-en aux utilisations. Qu'est-ce qui fait que ce chêne maintenant est recherché et qu'on va le rechercher un peu partout et qu'on essaie de les identifier partout en France ? Je vous disais qu'il y en a 50 au départ, là je crois qu'ils en sont à peu près au double maintenant, puisqu'on les recherche activement. C'est que simplement, on a trouvé dans le chêne, dans le gui du chêne, et pas dans les autres gui, il y a des gui sur le pin, il y a des gui sur le frêne ou d'autres feuillus. Le gui du chêne a cette particularité d'avoir des propriétés anticancéreuses assez importantes. Et il y a plusieurs instituts de cancérologie qui étudient ce Viscom album, ce gui du chêne, de façon très active. On a déjà fait des médicaments, par exemple, vétérinaires à partir de ce gui, et on va développer maintenant, prochainement, je dirais dans les 5-6 ans à venir, des médicaments contre le cancer à partir de
de ce gui. Alors le problème, c'est que comme il est très rare, le chêne à gui, on a peu de gui, donc on a peu de principes actifs à extraire, et donc il faut soit le synthétiser, je crois que c'est assez compliqué, ou soit faire des plantations. C'est ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des plantations, c'est des clones en fait de chêne à gui existants qui ont été clonés et dont on fait pousser en fait de jeunes chênes, avec du gui, et donc ça se passe en Alsace, on a ces plantations et on essaye d'extraire à partir de ce gui-là ces principes actifs. Si vous voulez en voir un de ces jeunes gui de ces jeunes chênes avec du gui, il y en a un au jardin botanique, à l'entrée de la terre de Preny, qui est cette parcelle là du chemin de l'impératrice. Vous avez un jeune chêne qui est entouré de barrières parce qu'il faut le protéger, et qui a du gui sur lui et qui est en train de croître. Il croît plus lentement qu'un chêne normal, mais il croît. Donc, si vous avez envie de voir une rareté, c'est un but de balade. Le gui, c'est aussi autre chose. Le gui, c'est un porte-bonheur extraordinaire. On a vu que c'était l'emblème de la Lune, un emblème de cette période de l'année où on n'a pas grand-chose en termes floraux à se mettre sous la vue. Et donc on a identifié 2 plantes, la plupart du temps c'est le gui et le hou bien évidemment, comme étant ces plantes porte-chance qu'on va soit mettre en boule, soit mettre sur sa porte, soit mettre en croix, ça sera récupéré par l'église catholique dès le XVIIe siècle. On va en faire aussi des lampes. On voit ici une lampe qui est Art Nouveau, ces belles lampes qui représente une boule de gui, et c'est pas par hasard qu'on va avoir ces suspensions dans son appartement, c'est aussi pour porter bonheur. C'est une plante qui, au gui l'an 9, ça vient d'un vieux vocable celte. Il est de coutume de passer avec sa promise sous une boule de gui le 31 décembre, et on va pouvoir épouser cette personne dans l'année qui suit avec plein de chance et plein d'enfants. Donc la boule de gui est quelque chose qu'on suspend traditionnellement à cette période-là de l'année, et on pratique ou pas cette coutume du passage sous la boule de gui. Elle est souvent associée au hou, qui est aussi une plante sempervirente, c'est-à-dire qui garde ses feuilles, qui en plus a la qualité de faire des baies rouges à cette époque de l'année. C'est que le rouge est cette couleur de la passion, cette couleur qui touche à Noël et qui touche à cette passion du Christ. Donc on va identifier cette plante comme étant quelque chose de tout à fait extraordinaire et qu'on va mettre en valeur avec le gui à cette période de l'année. Pourquoi ça avance? Je sais pas. Hop. Donc là on en revient à nos petits personnages. C'est compris que j'aime bien Astérix. Donc on a une balade ici, et cette balade elle va être agrémentée par une boule de gui et par des couronnes ou des cœurs qu'on fait en associant cette plante à des conifères, à différentes choses autour de cette période de l'année. Et puis là je passerai au deuxième thème de cette causerie, c'est les aspects liés au parfum, proprement dit, à des plantes symboliques et à leur symbolique parfumée. Alors on va utiliser pas mal les tableaux, on va utiliser l'image pour cela. D'abord, on va prendre 4 plantes, qui sont des 4 plantes blanches, qui sont des symboles de pureté. Le jasmin, le muguet, le lys blanc et le frangipani, qui est une plante tropicale. Ces plantes ont une symbolique, comme pratiquement toutes les plantes sur cette planète, qui servent soit de fleurs nationales, soit de symboles florales, soit de plantes identifiées comme faisant partie du langage des fleurs. On y reviendra après. Donc ces plantes ont un langage des fleurs, elles signifient en fait ce qui est dans les cases vertes en bas. Vous voyez qu'il y a des choses qui convergent. Ce blanc est une couleur mariale, est une couleur de pureté qui a été identifiée très tôt comme étant associée aussi à différents symboles religieux, en particulier la Vierge Marie. Si on passe dans les peintures, on a un rapport très clair avec ces plantes colorées, avec ces couleurs, qui n'est pas forcément du langage des fleurs, mais qui est du domaine informel. On voit Monet qui nous dit qu'il ne serait pas devenu peintre sans les odeurs. C'est quelque chose d'important quand on voit les tableaux qu'il a peints au-dessus, je pense. Il y a une diversité, une variété, une perception émotionnelle très très forte. Et puis on a ces 5 sens qui vont être ajoutés très tôt ou accolés très tôt dans la peinture au monde végétal. Je ne vais pas commencer aussi loin que ça, je vais commencer plus près de nous avec de la bande dessinée. Ici, on a des bandes dessinées, je vous en ai sorti 4, qui sont associées à des peintres. Elles sont intéressantes parce qu'elles associent aussi un végétal chaque fois au peintre en question. Et ce végétal n'est pas là par hasard du tout. Et on va essayer de comprendre un peu en termes de signification symbolique ce que ça veut dire. Donc là, on a les 2 autres, avec une BD sur Monet et puis une sur Manet et Berthe Morisot.
Et on prend d'abord le Gauguin, on s'aperçoit qu'on a ce vert de la forêt tropicale. On a une apparition d'un homme au fond, qui est un policier visiblement, puis on a une fleur rouge en bas à gauche. C'est assez intéressant, sinon on est vraiment dans l'enfer vert. Donc l'enfer vert, c'est la partie négative, on l'a déjà vu plusieurs fois, puis sinon on a des choses qui sont très positives dans cette forêt, qui vont être analysées comme étant celles de la nature originelle, qui va être apaisante, qui va être équilibrée, qui va nous offrir de la liberté, qui va offrir de l'indépendance puisqu'on est libre, qui est une forme de nettoyage émotionnel aussi, le vert étant identifié aussi comme une plante de fertilité, une plante de santé, on le voit bien dans le vert des pharmacies, et puis de choses qui sont un peu divergentes mais qui s'expliquent, c'est l'unicité. On est dans un monde unique tout à fait extraordinaire, et puis on est dans un monde très divers aussi, puisque si on analyse ce vert, on voit qu'il est très composite et qu'il est composé de plein de différents vers, plein de différentes espèces végétales différentes. Si on prend l'autre tableau, c'est celui des tournesols associé à Van Gogh, bien évidemment. Le tournesol, c'est d'abord une plante héliotrope, et c'est son grand symbole, c'est-à-dire une plante qui va suivre le mouvement du soleil. Et un des symboles majeurs du tournesol, quand vous l'offrez en bouquet à quelqu'un, c'est je t'aime, mais je vais te suivre tout au long de notre relation, de façon très, très, très précise, avec des yeux remplis d'amour. Donc c'est une plante très clairement de la passion amoureuse, qui va fournir bonheur, qui va fournir clarté, qui est du domaine de l'été bien évidemment, lumineux, et qui est aussi une référence à la richesse, à la fortune et à la chance. Donc c'est une très belle plante, le tournesol. Voilà. Le nénuphar qui apparaît dans la BD de Monet, sur sa couverture, qui est un nymphéa, le nymphéa blanc, nymphéa alba, qui est une plante de Baumard, lui est une plante de pureté, on l'a vu avant avec les autres fleurs blanches, c'est la virginité, c'est l'innocence, c'est aussi la perfection, et c'est aussi une forme de respect quand on offre ce type de plante-là. Donc il y a comme vous le voyez, toute une forme de langage, de symbolique qui va se dégager de ces observations. Le pavot, qu'on retrouve chez Manet, qu'il a beaucoup peint, c'est le coquelicot rouge. Il faut savoir que ce coquelicot, en France, il a 300 ou 400 noms différents, suivant la période de l'année, suivant les usages, suivant la partie géographique de la France où on se trouve. C'est vraiment un exemple linguistique tout à fait extraordinaire. Cette plante, tout le monde la connaît. C'est la plante du repos, de la quiétude, de l'été également. C'est aussi une plante de consolation, de la passion parce qu'elle est rouge, de l'amour et de la campagne, bien évidemment. C'est une plante qui fait référence aussi à l'armistice, comme vous le savez pour nos voisins ou cousins anglais. C'est une plante qui va être portée comme étant une marque de déférence, de consolation aussi, mais aussi de paix et de respect dans le cadre de ces commémorations de l'armistice en Angleterre. Puis si on part beaucoup plus loin en arrière, dans ces courants picturaux de la fin du Moyen-Âge, on a ce qu'on appelle les cinq sens. C'est une forme de tableau. On va retrouver les cinq sens qui sont proposés là. La vue avec le miroir, avec l'échiquier par exemple, qui représente la vie en elle-même. On a la bouche avec le vin et le pain. Référence aussi aux formes bibliques d'accession à ces symboles. On a l'ouïe avec la mandoline et la partition. Et puis on a la main, le toucher avec la bourse, souvent de l'argent qui sort de cette bourse, la fortune et la chance qu'on peut avoir ou pas avec les cartes qui sont là. Cartes qui sont des cartes aussi parfois végétales, puisque on a le trèfle qui est un des 4 attributs de ces cartes. Le trèfle étant évidemment une référence aussi à la religion, puisque c'est la Trinité qu'on va rechercher à travers ce trèfle. Donc ces tableaux, on en voit apparaître beaucoup à cette période-là, début 17e. On a identifié donc ces 4 sens. On peut l'identifier sur d'autres tableaux comme celui-ci de Linaire, qui est un autre peintre de cette époque, avec également les mêmes attributs ou à peu près, avec ses miroirs, avec ses contre-plongées sur les miroirs. Et c'est l'identification des 5 sens comme on les retrouve ici. Et puis après, il y a à peu près à la même période, on a ces allégories qui vont être des allégories liées à des sens. Par exemple, Bruegel va faire cela. C'est des espèces d'immenses cabinets de curiosité qui vont être dédiés à un de nos sens. Là, c'est celui de la vue, et puis celui qui nous intéresse peut-être plus, c'est celui de l'odorat. Alors moi, il m'intéresse plus déjà en tant que botaniste, parce que il présente là tout un tas de plantes. Vous voyez peut-être mal comme ça, c'est un peu trop clair, mais si on se rapproche, on s'aperçoit qu'on reconnaît des choses. Et on a Rubens qui est intervenu, c'est des tableaux qui étaient faits à double main. Donc Bruegel et Rubens collaboraient sur ces tableaux-là, qui sont des grandes pièces, qui se trouvent au Prado à Madrid.
La femme est probablement une femme peinte par Rubens. Les autres attributs odoriférants sont des attributs qui ont été peints probablement par les deux peintres. Et donc on a là tout un tas d'attributs. On reconnaît la civette au milieu, qui est le principal pourvoyeur de musc dans la parfumerie. Les cochons d'Inde aussi, qui à l'époque étaient des pourvoyeurs avec leurs glandes de forme musquée, qui étaient utilisées en parfumerie, ça l'est plus maintenant. Et puis si on essaie d'identifier ces plantes, ben on retrouve plein de choses qui sont très clairement identifiables. Peut-être de loin comme ça c'est compliqué, mais si vous avez l'occasion de voir ce tableau une fois soit au Prado, soit dans un livre ou sur Internet, vous verrez qu'elles sont très facilement identifiables ces plantes et qu'il y a un effort naturaliste très clair autour de ces plantes-là. Là, c'est l'autre partie du tableau où on retrouve également des espèces tout à fait identifiables, soit du monde horticole, soit du monde naturaliste, la plante sauvage, avec des choses parfumées ou des choses non parfumées. C'est assez étonnant parce qu'on met là-dedans tout un florilège de plantes. Alors il y a des plantes qui sont, en effet, des plantes à parfum, les roses, etc., la violette odorante, le fraisier, etc. Et puis il y a des choses qui ne le sont pas. L'ornithogale, ça ne sent pas grand-chose, les tulipes, pas grand-chose non plus. Voilà. Donc il y a aussi une forme de maniérisme là derrière, de mise en valeur de plantes à travers ces peintures de genre. Et puis on a une autre peinture de genre, là on est en 1860, on est dans le romantisme, et on a aussi cette peinture qui s'appelle aussi Les Cinq Sens, qui est de Hans Marquard, et on a là une identification des cinq sens, avec un appel très clair de ces muses, et on a là la muse de l'odorat qui est en train de respirer une rose. C'est ce qui va nous permettre de terminer un peu cette causerie en parlant de la rose, qui est quelque chose d'important dans le domaine des parfums. Ça peut paraître un peu bateau de parler de la rose, mais on va essayer de le faire de façon un peu différente ce soir. Donc on a cette rose à parfum tout d'abord. Alors toutes les roses ne sont pas à parfum, comme vous le savez. On peut sélectionner les roses pour leur parfum, pour leurs fleurs, pour leurs pores. Donc on n'a pas sélectionné forcément les roses sur leur parfum. C'était le cas par contre pour deux roses qui sont encore maintenant des roses de parfumerie. C'est la rose de Damas, qui est surtout cultivée en Turquie et en Bulgarie, et la rose centifolia, la rose de Provence, la rose de France, qui est surtout cultivée dans la région méditerranéenne et à Grasse en particulier. Donc ces deux roses sont encore des bases très claires pour les parfumeurs. Ce que vous avez en haut, c'est une églantine. Et l'églantine, c'est le progéniteur sauvage de toutes les roses. Alors, il y a des églantines un peu partout sur la planète. Elles ont partout servi de base pour sélectionner ces roses à double, triple, quadruple pétales, très, très maniérées qu'on a maintenant, très parfumées, très colorées, qu'on a de toutes sortes. Mais à la base, on a ces églantines sauvages simples, qui sont ces formes de roses initiales. La rose, elle a des bons côtés, mais elle a aussi des moins bons côtés. On parlait de film avant, on va reparler un petit peu ici, avec le parfum, l'histoire d'un meurtrier, ou le nom de la rose, qui sont des références très claires à certains côtés plutôt moins clairs et moins agréables de la rose en question. Puis on peut se poser des questions quand on offre des roses. Alors vous êtes peut-être demandé d'où ça vient, pourquoi, comment, et comment on les offre, et de quelle couleur je vais les offrir, ces roses. C'est clair qu'il y a tout un vocabulaire, on parlera de langage des fleurs à ce moment-là, on va en parler un petit peu, on va voir l'origine de ce langage des fleurs, mais d'abord pour la rose elle-même, quand on rose offre des roses rouges, on est très clairement dans le domaine amoureux, dans le domaine de la passion amoureuse. Quand on va offrir des roses jaunes, ça sera moins clair. La rose jaune, c'est la jalousie, comme le colchique. Donc quand on offre ce genre de choses, ou quand vous recevez ce genre de choses, c'est peut-être pas tout à fait bon signe. On peut aussi se demander, ça je me le demande assez souvent quand je fais des visites guidées, puis j'en ai fait beaucoup cet été de l'exposition, c'est qu'on offre des fleurs aux femmes, on n'offre pas des fleurs aux hommes, donc c'est une affaire de genre, comme on offre du vin aux hommes et on n'offre pas du vin aux femmes. C'est comme si les femmes n'avaient pas le droit de boire une bonne bouteille et les hommes reçoivent un joli bouquet. C'est très rare qu'on offre des fleurs aux messieurs. C'est intéressant. Et puis je vais quand même vous donner les solutions parce que c'est important de ne pas partir sans savoir quelle rose correspond à quoi. Donc là on a des roses rouges qui correspondent en effet à différents sentiments et qui développent des passions sincères, un amour charnel. La plupart du temps une invitation à cet amour charnel. Si c'est seulement une invitation, elle sera plutôt orange. On parle d'attirance, on parle d'admiration, toujours enthousiaste. Jaune, c'est quelque chose qui peut être jalousé, mais c'est aussi de l'amitié. Donc ça peut être pour quelqu'un envers lequel on n'a pas forcément des sentiments amoureux, une amitié sincère, mais ça peut être aussi un aveu ou un pardon dans le cas de la jalousie. Puis la rose, c'est de l'amitié, clairement. C'est une rose moins dangereuse à offrir.
moins directement messagère et plus facile d'utilisation. Puis la rose blanche, ça dépend dans quel contexte on est, mais c'est encore une fois la pureté, donc ça peut être la tendresse, la félicitation. Ça va signifier chez nous d'offrir ça à un bébé ou lors d'un mariage ou lors d'un baptême. En Chine, ça sera une symbolique de mort. Donc il faut aussi voir que la symbolique n'est pas partout pareille sur la planète. Donc c'est important de ne pas faire d'impair dans certains contextes géographiques. On retrouve ça dans le langage des fleurs. On retrouve notre rose jaune ici, jalousie, je suis jaloux. Et puis notre rose rouge, elle était où? Pardon, elle était là en bas. Vous êtes jolie. C'est une rose rose, non, c'est une rose rouge. C'est très bien, vous êtes jolie aussi. Voilà. Et puis on retrouve ces choses-là dans des objets assez intéressants qui sont proches de ce qu'on connaît sous ces formes de nuanciers, râles pour les couleurs de peinture, on le retrouve pour les fleurs. Quelque chose qui a été, c'est un objet qui a été édité dans les années 2010, qui devient rare, qui est une chose assez incroyable, où on a environ 300 plantes différentes qui sont classées par couleur et qui sont présentées sous forme de nuanciers comme vous le voyez là. Puis les couleurs, elles ont une signification. On va passer peut-être un peu là-dessus rapidement, mais ces couleurs sont utilisées dans le domaine floral au niveau du langage des fleurs, mais elles sont aussi utilisées au niveau de la vie quotidienne. Des constantes, c'est par exemple le bleu. Le bleu est la couleur la plus appréciée par tout le monde sur cette planète. Alors on a ça en commun avec les abeilles. Les abeilles, si elles ont le choix, elles vont d'abord sur les couleurs bleues, les fleurs bleues. Nous aussi, jusqu'à un certain âge. Après un certain âge, c'est le vert. Donc peut-être l'espérance, je ne sais pas, mais enfin, et ça c'est constant. C'est en Chine, c'est ici, c'est en Amérique du Sud. Posez la question aux gens, faites un sondage, vous obtiendrez les mêmes réponses. Alors c'est lié probablement à ces qualités qu'on leur attribue, etc. On voit que ces qualités peuvent changer. Cette symbolique, elle change avec, comme on l'a dit avant pour le blanc, d'un continent à l'autre, d'une civilisation à l'autre. Ça change aussi parce que cette étude a été faite à l'École polytechnique de Montréal, au Canada. Donc on n'a pas forcément les mêmes perceptions, et si on faisait cette étude-là ici, on n'aurait peut-être pas forcément les mêmes réponses non plus. Un exemple, c'est la tagette. Je vous avais mis une tagette là en bas à droite, qui est une plante classique de nos caissettes, de nos jardins. Les Genevois s'attribuent des fois la tagette rouge et jaune. Ils ont tort parce qu'elle est une plante mexicaine, d'origine mexicaine. On appelle ça l'œillet d'Inde. Pourquoi on appelle ça l'œillet d'Inde? C'est qu'elle est utilisée beaucoup en Asie à cause de deux qualités. C'est qu'elle est orange. Il n'y a pas de fleurs oranges en Asie qui peuvent être transpercées d'un fil et dont on peut faire des guirlandes de fleurs pour décorer les statues, décorer les temples. Mais d'origine, c'est une plante mexicaine. C'est une plante qui, dans un mois, au Mexique, va fleurir tous les cimetières à la fête des morts. Tout à fait extraordinaire. La photo que vous avez à gauche, c'est un moment tout à fait extraordinaire dans la vie du Mexique. Et vous avez la fête dans les cimetières. Vous avez des cimetières qui sont décorés, tous les monuments, avec des bougies, avec des fleurs de tagette. Une fleur originaire de là-bas, donc elle a tout à fait sa place là-bas. C'est assez étonnant qu'elle ait fait 15 000 km pour aller fleurir tous les temples d'Asie. Et puis d'autres couleurs sont moins évidentes, c'est les couleurs blanches. Vous savez que ce n'est pas une vraie couleur, elle est toujours teintée, il y a toujours des pigments dans une fleur blanche, si vous la regardez de près au microscope. Et ces fleurs blanches, ces fleurs crème vont attirer certains pollinisateurs, en particulier nocturnes, comme les chauves-souris. C'est le cas de ce brugmansia, de ce datura arborescent, avec ses longues trompettes pendantes, qu'on appelle trompette des anges, qui est une plante hallucinogène très puissante, utilisée par les chamans en Amérique du Sud, et qui est pollinisée par les chauves-souris, qui vont être attirés par cette couleur crème qui se détache bien dans des atmosphères crépusculaires ou nocturnes. Et puis la couleur va être utilisée évidemment dans notre monde moderne par les publicitaires, et c'est pas par hasard, c'est très calculé. Quand on voit ces données fournies par les publicitaires, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors le vert, c'est aussi quelque chose d'intéressant. On parlait de greenwashing, évidemment quand BP utilise du vert, c'est assez particulier quand même. Donc voilà, pas par hasard non plus. Les courants, par exemple, vont utiliser beaucoup les fleurs et les couleurs, des courants artistiques. Mais aussi, là on est typiquement dans l'art nouveau, dont on va reparler un petit peu après, on va utiliser ce langage des fleurs. Il y a toute une littérature autour de cela. Quand on adapte ce choix de couleurs, cette perception des couleurs, cette envie de couleurs à la littérature et aux fleurs. D'où ça vient ce langage des fleurs? C'est à peu près l'époque victorienne. Et à l'époque victorienne, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette dame qui s'appelle Lady Wortley Montagu, qui est la femme de l'ambassadeur d'Angleterre auprès du sultan à Constantinople.
Il se trouve qu'on est là-bas dans un monde musulman et qu'on ne dit pas forcément les choses aussi directement que chez nous, on ne peut pas les dire, ou on les dit de façon moins directe. Et on va utiliser les bouquets, on va utiliser les fleurs pour faire cela. On a toute une tradition autour de cela qui est ancestrale. Et cette dame Montaigu va observer cela, elle va être complètement fascinée par ceci, elle va ramener ça dans l'époque victorienne. L'époque victorienne, c'est une des époques où il y a le plus d'obtention horticole, où il y a le plus de nouvelles fleurs qui arrivent, des colonies de partout. L'Angleterre tient la moitié de la planète et amène des plantes, des nouvelles fleurs, des nouvelles couleurs d'un peu partout. Et cette dame va, fascinée par ce monde floral et ce message qu'on peut délivrer avec ces fleurs, écrire le premier ouvrage de langage des fleurs qui va être publié et qui va faire des petits jusqu'à nos jours, puisqu'on trouve encore du langage des fleurs dans chaque bonne librairie. On trouve chez les bouquinistes, on en trouve un peu partout. Ça, c'est un peu le premier qui est paru, ce Floral Poetry and Language of Flowers. C'est une des premières éditions qui va être publiée, dont l'auteur est, je crois, en co-autorat, cette Lady Worsley, qui va être la première langagiste des fleurs, si on veut bien. Alors on a dans ces livres des choses assez extraordinaires qui sont du domaine de l'illustration, joyeuse, on va dire, avec des attributions qui sont probablement pas très objectives au niveau des fleurs. Ceci découle un peu de ses connaissances orientales, mais aussi de tout ce qu'a voulu bien mettre Madame Worsley et ses compatriotes de l'époque dans ses ouvrages, qui sont des ouvrages, la plupart du temps, on vous met très clairement, dédiés aux femmes. Tous ceux qu'on a achetés pour l'exposition à Genève, on en a présenté pas mal, sont ces ouvrages de dames. On ne transige pas là-dessus. L'homme, il ne reçoit pas ce message-là. C'est assez étonnant parce que l'homme, il doit aussi lire le bouquin pour pouvoir transmettre un bouquet avec une signification. Si l'émetteur et le récepteur n'ont pas le même code, ça devient très compliqué. Donc, je suis jaloux, je t'offre des roses oranges ou jaunes. Si la personne en face n'a pas compris ça, ça devient vite problématique. Donc c'est quelque chose d'important quelque part. Et visiblement, voilà, il y a tout ce charivari autour de ce langage-là. La rose, c'est aussi une rose spirituelle. On a vu qu'elle avait son importance dans le langage des fleurs, très importante. Dans la symbolique, dans la symbolique, elle va émerger sur l'aspect spirituel, puisqu'on va attribuer ces roses, cette perfection florale à la Vierge, en particulier des roses blanches. Là, elle est dans un buisson de roses. C'est une peinture qui est à Colmar de 1473. Et puis, ça va être tellement important, cette rose, que les bâtisseurs de cathédrales, les bâtisseurs d'églises vont utiliser ce mot-là pour attribuer cette pièce d'architecture qu'on appelle la rose. Là, on a la rose de la cathédrale de Paris, qui est toujours là, heureusement, qui n'a pas brûlé dans l'incendie, je crois, et qui s'appelle comme ceci parce qu'on fait référence à son aspect marial. Et puis, il y a la rose amoureuse et littéraire, le roman de la rose, par exemple, quelque chose d'important. C'est toujours décrit, c'est quelque chose de très vieux, 1235. Il y a deux auteurs derrière cela. Il y a deux parties à ce roman. Il y a d'abord une partie de rencontres amoureuses, d'intrigues, etc. Puis après, il y a une partie qui est beaucoup plus polémique, qui toujours utilise la rose et la relation amoureuse entre deux personnages, mais qui va s'occuper d'affaires politiques. On va, à travers ce jeu symbolique, utilisant la rose, décrier le clergé, décrier les hommes de robe, etc. Donc c'est assez intéressant comme roman, si vous avez l'occasion une fois d'y faire un petit tour. Et puis il y a toute cette symbolique qu'on connaît bien, autour de la rose, qu'elle soit en politique, qu'elle soit des vents, qu'elle soit le sceau de Martin Luther, comme vous l'avez tout à droite, qui a attribué la rose blanche, ou qu'elle soit comme symbolique de la rose croix, qui, comme vous le savez, a une importance certaine dans l'histoire de nos sociétés, puisqu'elle est liée, ce Christi Roscis est lié aussi à tout ce qui est le domaine de la... ce mot m'échappe maintenant, mais je le retrouverai tout à l'heure. Tout ce qui est du domaine des francs-maçons, pardon, voilà. Donc c'est très lié à cela, et donc il y a cette utilisation de la rose liée à la croix, avec tout ce que ça peut représenter. Et puis il y a une autre question qu'on peut se poser qui est plus futile peut-être, mais qui est celle du nombre de roses qu'on va offrir. Est-ce que c'est vraiment important, ou est-ce que c'est quelque chose qui a une réalité, ce pair ou impair? En l'occurrence, il n'y a pas tellement de réalité là derrière. Si on cherche bien, on va s'apercevoir qu'il y a pour et le contre, on peut tout à fait offrir un nombre impair de roses. Il y a une histoire là derrière, c'est que probablement les fleuristes ne faisaient des bouquets qu'avec un nombre impair de roses. Alors que si vous alliez ailleurs, sur un marché, acheter vos roses, etc., ce qui était beaucoup moins prestigieux, évidemment,
on vous donnait des gros bouquets de roses pairs, on comptait les fleurs 2 par 2 et on vous les donnait comme ça. Donc ça voulait dire que si vous offriez un bouquet avec des fleurs impaires, vous veniez forcément de chez le fleuriste. C'était évidemment un peu plus prestigieux d'offrir un bouquet du fleuriste que du marché. Donc ça, c'est une des explications. L'autre explication est qu'un bouquet impair, c'est un bouquet indivise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire moi j'ai 2 personnes à qui je veux le donner, pouf, je casse mon bouquet en 2, j'offre 4 et 4 et tout le monde est content. C'est pas possible avec un bouquet impair, donc vous ne pouvez pas faire ça. Donc ça empêche l'hésitation amoureuse, si on veut bien. Et donc ça, c'est 2 explications parmi plein d'autres. Voilà, donc quel nombre de roses offrir maintenant? Là, il y a quelques réponses. C'est aussi quelque chose qui fait partie de l'idiosyncrasie de ce rapport qu'on a avec le monde floral, ce rapport émotionnel. C'est assez intéressant de voir comment on pratique ça. Et puis après, il y a les parfums à la rose. Alors, c'est quelque chose qui était très populaire au début du XXe siècle, qu'il est devenu un peu moins à la fin du XXe siècle. La rose, c'est quelque chose qui était has-been, qui était un peu passé de mode, etc. Elle séduisait moins ces fragrances florales assez capiteuses de la rose. Et puis on voit que ça revient assez en force. On l'a constaté avec des amis parfumeurs dans le cadre de l'exposition, avec pas mal de nouveaux parfums qui sont en bas et qui utilisent de la rose très clairement, avec des couleurs roses aussi de flacons, etc. Donc on est très clairement face à de la rose rose, quoi. Donc on n'a pas, voilà. Donc c'est visiblement quelque chose qui redevient populaire. Alors, cette rose, elle a été très populaire, évidemment. On faisait poser les grandes semondes avec des roses. Un exemple très intéressant, c'est ce tableau de Marie-Antoinette par Vigée Lebrun, peintre de la cour à l'époque à Versailles, peu avant la Révolution française. On a Marie-Antoinette qu'on fait poser. On veut un portrait de cour très intéressant de Marie-Antoinette à la rose. Donc ça, c'est le premier portrait qu'on va faire de Marie-Antoinette, avec ses robes évanescentes. C'était quelqu'un qui aimait bien trouver de nouvelles formes de mode, etc. Et ça, c'est une des formes qu'elle essayait de mettre au goût du jour à l'époque, avec ses transparences, avec ses tulles, avec ce chapeau de paille et ses plumes grises, très, très élégant. Mais la cour va refuser ce portrait, pas à cause de la rose, mais à cause de l'accoutrement de Marie-Antoinette, qui ne convient pas du tout à la cour de l'époque. On parle de campagnarde, on parle des voyages, on parle de transparence, on parle de choses qu'on ne devrait pas avoir, etc. Et alors, on passe par la rose. La rose est à peu près la même sur les 2 tableaux. C'est la rose de gauche, c'est celle que je vous ai montrée avant. La rose de droite, c'est le nouveau tableau. On voit qu'elle est un petit peu plus claire, un peu différente. Enfin, voilà. Par contre, le portrait est fort différent. Il est toujours à la rose, mais je ne sais pas s'il est beaucoup plus décolleté qu'avant, c'est évident. Il est beaucoup plus poudré, il est beaucoup plus posé, il est beaucoup moins naturel. Et voilà, donc c'est ce qu'on souhaitait voir à un certain moment, etc. Et ça, je vous montre ça parce que ça fait référence un peu au parfum d'avant. On vit des cycles, on vit des modes. Et évidemment que le parfum et l'odorat font partie de ces modes et de ces perceptions dans l'histoire du costume, dans l'histoire des parfums. Là, on a une autre histoire du costume, du parfum. On est dans le monde romain, mais on a un tableau de la fin du 19e siècle. C'est un peintre anglais, Alma Tadema, qui va faire ce tableau. C'est un mythologiste, c'est quelqu'un qui va peindre beaucoup la mythologie. On aime beaucoup ça à cette époque-là. Et on va peindre ces choses-là. Ici, on est dans le cadre d'un empereur qui est proche de l'empereur Auguste de l'époque et qui noie ses convives sous des pétales de rose. C'est assez terrible. Et ça porte un nom qu'on connaît bien, la jonchée. La jonchée, c'est quelque chose qui vous dit peut-être quelque chose. Et on a quelqu'un, ça jonche le parterre. Donc la jonchée, c'est ça. La jonchée, c'est envoyer des pétales de rose en telle quantité sur la foule qui est là à vos pieds et qui se délecte de vos petits fours pour les noyer dans la rose. C'est vraiment des gens qui sont en train de mourir là. Donc c'est quelque chose d'assez terrible dans le genre, je veux dire, des voyages. Et voilà. Là, on a quelque chose de moins dévoyé, de beaucoup plus naturel, beaucoup plus beau quelque part. C'est John William Waterhouse, qui est un peintre anglais, un peu de la même époque, mais qui lui va s'intéresser à la femme et au rapport de la femme avec la fleur. Et là, on a l'Esprit de la rose, qui est un tableau magnifique, avec des couleurs et souvent des robes, et une mode qui est associée à la fleur qui est derrière, tout à fait extraordinaire. On a des choses plus amusantes comme celle-ci, qui sont des formes saisonnières. François Boucher, c'est le peintre du rococo, peintre de la cour de l'époque en France, et qui va peindre ces petites scénettes classiques qu'on connaît bien, avec des roses aussi un peu partout, parce qu'on est dans le printemps et que c'est le moment où va fleurir la rose. La rose, on la retrouve dans ce masque des saisons, qui est un tableau du symbolisme début du XXe siècle,
Et on a ce Walter Crane qui est quelqu'un d'assez connu qui va peindre ce genre de choses-là. C'est le même Walter Crane qu'on a vu avant qui peignait des petits chaperons rouges pour les contes pour enfants. Et là, il s'est attaché à autre chose, aux saisons. Et on va s'attacher, nous, à une de ces saisons, qui est le printemps, avec toutes ces fleurs extraordinaires. Et on voit aussi qu'on reconnaît là, un peu comme le tableau de Rubens, quelques 300 ans avant, toutes les fleurs qu'on veut bien reconnaître. Je vous ai mis un peu là. On a évidemment des roses, mais on a plein d'autres choses qui sont très bien peintes et tout à fait identifiables. Puis on a ces tableaux de genre qui sont intéressants, qui sont directement liés aux émotions qu'on reçoit du monde végétal. Et on va finir avec ça. C'est les feuillages de la marguerite. Donc on a là ce gars qui écrit quelque chose là-dessus. Et puis on a ce tableau qui s'appelle La simplicité, qui est assez touchant. Jean-Baptiste Greux, c'est un peintre de la même époque que le peintre du rococo de Lavande, de François Boucher. Et c'est quelque chose beaucoup plus joli, je dirais, que le tableau de genre de Boucher. Et cet effeuillage de la marguerite est quelque chose d'intéressant, puisqu'on va le retrouver tout au long de l'histoire de la peinture de ces 2-3 derniers siècles. Et là, on en a plusieurs exemples, jusqu'à Peillot qui nous fait son petit effeuillage de marguerite noire. Et on a différents tableaux de différents peintres et différentes époques. Et on a toujours cet effeuillage, ce rapport à la fleur qu'on va utiliser pour arriver, sous une forme plus ou moins chanceuse, à ce qu'on souhaiterait, ou ce qu'on ne souhaiterait pas d'ailleurs, en effeuillant la marguerite. Dans l'Art Nouveau, on va avoir une présence très forte. On a des tableaux Art Nouveau qui ont déjà passé avant avec l'effeuillage de la marguerite. Un des chantres de cette époque-là, c'est Mucha, c'est ce créateur de tableaux. Mucha va un peu se noyer dans son genre, puisqu'il va faire pratiquement que ça. C'est ces personnages féminins essentiellement, souvent assez dénudés, qui traversent les saisons, entourés de fleurs, etc. L'Art Nouveau est cet art qui va valoriser beaucoup ce mode de fonctionnement par rapport au végétal, les formes rondes, arrondies, et on va les retrouver. Et toutes les affiches de l'époque, en particulier à Paris, vont être l'œuvre de ce Mucha et de ses confrères. On retrouve l'Art Nouveau et ce végétal dans beaucoup de notre quotidien. Et c'est un des messages de l'exposition genevoise, c'est qu'il faut savoir regarder un peu autour de soi. Nos bâtiments, certes Art Nouveau, mais aussi nos immeubles haussmanniens, nos fers forgés, nos ferrures, nos portails. On voit qu'il y a une présence végétale très très forte sur tous ces objets-là. Un des chantres de cet Art Nouveau, ça va être Gallet. Vous connaissez probablement avec ses lampes, vous connaissez peut-être moins avec ses meubles, où la présence du végétal reconnaissable, plus que reconnaissable, est très 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 présente. C'est un homme assez extraordinaire. On va avoir son pendant aux États-Unis, qui est Tiffany. Louis Comfort Tiffany, qui est assez connu, enfin lui est moins connu que son papa, puisque son papa c'est le créateur des bijouteries Tiffany, qu'on voit un peu partout, du diamant, etc. Ça c'est le papa avec ses bijouteries, avec ses diamants, et ça c'est Audrey Hepburn dans ce magnifique film qui est Diamant sur canapé, avec un parfum qui est Tiffany et qu'on va retrouver là devant. Je peux vous le faire passer, ça on aura vu au moins le parfum, donc aussi. Vous pouvez l'essayer, que vous essayez de trouver quelles sont les espèces qu'on a là-dedans. Il y a 3 espèces qui sont identitaires de ce parfum Tiffany. On va boucler la boucle avec ça. On finira là-dessus. C'est ces 3 espèces-là. Vous savez que le parfum est composé de notes de tête, de notes de cœur, de notes de fond. Je ne vais pas vous expliquer ça maintenant ici, mais c'est quelque chose qui permet d'avoir une première approche du parfum, d'être au centre d'un parfum et de le faire durer sur votre peau, et puis d'avoir ce fond de parfum qui permet au parfum de rester et d'avoir une certaine durabilité. Donc là, on a trois végétaux qui sont identifiés dans ce parfum-là. C'est la mandarine verte comme note de tête, l'iris poudré, sa racine comme note de cœur, et le patchouli, qui est cette plante assez particulière de la famille des sauges, qui fait le fond en fait de ce parfum. Donc ceci pour rappeler qu'en effet il y a un bouquin qui est sorti, si ça vous intéresse cette thématique vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies, qu'il y a un site également du Jardin Botanique, vous avez toute l'exposition en ligne que vous pouvez télécharger gratuitement, vous avez plein de renseignements, l'exposition se termine en effet dans 15 jours, mais le site est encore présent et toute la littérature qu'il y a autour va évidemment rester. Là, je vous montre juste quelques exemples de cette exposition, avec un chemin aux pieds nus par exemple en haut, qui est une façon de tester les aspects tactiles dont on a un peu parlé ce soir, mais à pieds nus, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On parle aussi de drapeaux, on parle de bannières, on parle d'héraldique. On a ce mur des parfums qui est là en haut à gauche, qui est un objet qu'on a construit avec la maison Coty, qui est quelque chose d'assez extraordinaire en plein air pour savoir justement ce que c'est qu'un parfum, comment on le construit.
Et puis, voilà, ce mur des parfums pratiqué. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous raconter ce soir. C'était un peu hétéroclite, ça partait un peu tout azimut, j'en suis bien conscient, mais l'idée c'était un peu de vous faire partager des émotions qu'on a eues dans l'exposition, qu'on a au quotidien dans un jardin botanique, à travers les végétaux, comme ils sont là sur la table, mais aussi à travers l'émanation de ces végétaux, qui est la peinture, qui est l'art du parfum, qui est l'art qui peut être aussi un art de pratiquer un certain milieu, en l'occurrence la forêt, comme je vous en ai parlé un peu ce soir. En vous remerciant pour votre attention.